Le streaming, ça a pris une place énorme et je pense que c'est que le début. Il y a plein de gens qui disent ça déjà sur Internet, mais ce qui marche aujourd'hui, c'est vraiment les anciens concepts de la télé, tu vois. Apple et Leica, ce qu'ils peuvent te proposer va au-delà de l'argent. Si jamais il y a des marques ici, là, sachez que les prix d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes demain. C'est quoi ton top 3 animé? On met tout, même si Naruto, ça boit Seigneur des Anneaux. Toi, Ouais. tu mettais des skinny, toi? Bien sûr, je mettais. Mais tu sais que là, Bélec, je reviens avec du skinny là. Parce que là, je prépare un bail dessus là. J'ai pacté, mais avec Dieu, c'est... Ah, c'est bon. On reconnaît le 667 là, hein. L'affiliation. Là, c'est normal, c'est normal. Mais mon rêve, c'est vraiment d'exposer dans des galeries d'art, vendre mes photos à des collectionneurs ou à des personnes qui s'intéressent en tout cas sérieusement à la photo. Ah, tu kiffes, hein. Ouais, j'aime. Ah, je suis content là. État de la culture en vrai, Camberge, Papsan avec nous. Faites un peu de bruit pour le frérot aussi. Je vais pas te mentir, avant que je te présente et tout, désolé, je te fais... Franchement, moi, je vois des gens un peu qui ont de l'influx et tout, ce que je te disais juste avant, mais j'ai vu quand même que tu avais un vrai impact par rapport à d'autres personnes qui ont des 1M et tout, même des influx, des trucs comme ça, où parfois, ils vont, je sais pas, ils vont repartager un truc, tu auras 2 likes, tu vois ce que je veux dire. Et toi, j'ai vu, l'impact, il était réel, tu vois. Est-ce que tu es conscient déjà de ton influence? Voilà, j'ai démarré comme ça, mais il va jamais finir cette EDC. J'ai démarré, mais Non, sans... pour être honnête, oui. Ok. Maintenant, je me rends compte. Ok. Ça a pris du temps. Au départ, non, je me rendais pas du tout compte parce que je passais pas beaucoup de temps en France. La majeure partie du temps, il était en Corée. Et maintenant que je voyage plus, ouais, je me rends compte. Je me rends compte. Ah ouais, j'ai vu, non, c'est lourd. Du coup, pour présenter, du coup, moi, c'est Moriba Koné, état de la culture, je fais du contenu, analyse et tout ça. Je bosse avec des marques sur l'image de marque, la direction artistique et tout ça. Papsan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aussi? Bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Papsan sur les réseaux sociaux. Je suis créateur de contenu et photographe. Et j'habite en Corée depuis 2018. C'est carré, c'est carré. Je suis le maire de Séoul. Ah là, merci, c'est ça qu'on attendait. On attendait ça, merci. Le coréen. Ah, avec le béret en plus, veste en cuir. Let's go, let's go. Aujourd'hui, je voulais qu'on... Tu connais, on rigole quand même un peu. Aujourd'hui, je voulais qu'on se rassemble pour parler de streaming parce que, vas-y, on va dire depuis... Même avant le Covid, mais le Covid, ça a vraiment fait péter le truc, j'ai l'impression. Moi, j'ai pris ce train à ce moment-là, à peu près, à l'époque de Fortnite quand ça a pété, quand tout le monde était en mode jeu vidéo à la maison et tout ça. Et même ensuite, par la suite, je voyais la méta un peu GTA RP, où je sais pas si tu as suivi tous ces bails-là et tout. J'avoue, moi, au début, je comprenais R, des scénarios, tout ça. Et du coup, j'ai continué à suivre. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à la montée du streaming depuis des années? C'est quoi ta vision par rapport à ça déjà? Alors, pour être honnête, moi, quand j'ai commencé le streaming, je connaissais rien au monde du streaming. Si je me suis lancé sur Twitch, en réalité, c'était juste parce que ma mère regardait mes vidéos YouTube et que je voulais une nouvelle plateforme pour pouvoir parler, entre guillemets, un peu plus... comment expliquer? Sans le regard, en fait, entre guillemets, de ma maman, qui, bien évidemment, me donnait beaucoup de bons conseils, mais parfois, c'était un peu difficile de faire mes blagues et compagnie, en sachant que ma mère regarde mon contenu. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé sur Twitch. Le Covid, ça m'a énormément aidé. Parce que sur YouTube, à cette époque-là, je commençais à faire beaucoup de reportages, de documentaires, des interviews. Mais forcément, avec le Covid, tout le monde portait des masques. Et je trouvais pas ça intéressant, en fait, de réaliser des vidéos avec des personnes masquées. Donc je me suis dit, bon, bah, comme je peux plus interviewer les gens, je vais parler avec les gens qui me suivent. Et ça s'est fait comme ça. Donc à cette époque-là, entre guillemets, le streaming, il y a à peu près 4-5 ans que j'ai commencé. C'était clairement pas ce que c'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, le streaming, c'est un autre monde. Pour moi, ça a presque plus d'impact même que tout ce qui est YouTube ou n'importe quel autre réseau social, je trouve. Il suffit de voir ce que fait Kai aux États-Unis, Speed, en France, Squeezie, Billy, etc. C'est vrai que le streaming, ça a pris une place énorme et je pense que c'est que le début. Ouais, de fou, je suis assez d'accord sur ça, même si parfois j'ai l'impression que les gens, ils captent pas spécialement, on va dire, ceux qui sont en dehors
Enfin, ceux qui sont pas jeunes ou ceux qui sont un peu en dehors de cette sphère-là, on va dire supra-digital et tout, tu vois. Mais c'est clair que là, le streaming, c'est en train de tout prendre. Je pense parce qu'il y a le côté naturel de fou et tout, que les gens... Enfin, j'ai l'impression, avant, on va dire fin 2000, début 2010, tu étais dans une méta où il fallait faire un peu le flex, tu vois, le flex Instagram, tu vois. Genre en mode, ma vie, elle est trop bien, tout est carré, tout est genre stylisé, tout est beau gosse et tout. Et YouTube, c'était un peu comme ça, même s'il y avait le truc un peu plus documentaire, blablabla, là. Ou en tout cas plus soit vidéo montée, soit docu, soit voilà, tous ces contenus-là. Et là, j'ai l'impression, stream, on est retourné genre aux bases des bases, genre en mode, on est là, c'est la vraie vie, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé de fou. Et en fait, moi, je dirais que ce qui m'avait noté par rapport à toi, enfin, qui m'avait surpris, c'est toi, tu faisais des streams IRL, tu vois. D'ailleurs, on parlera aussi de l'arc YouTube et tout, mais bon, bref. Tu vois, moi, c'est le fait que c'était des streams IRL. Pourquoi tu as choisi ça? Et carrément, au début, moi, pour te dire, hein, je me souviens, je regardais les streams et tout, des trucs différents, je regardais des ninjas, je regardais à cette époque-là, je regardais qui encore? Je regardais des speeds ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, putain, IRL, ça me faisait bizarre au début. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. Bah, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en fait, le stream IRL, tout le monde sait ce que c'est? Ok. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler à une audience qui sait exactement ce que je fais, mais... EDC, c'est aguerri. Hein, ouais, c'est pas comme d'habitude. Mais non, le streaming IRL, jusqu'à présent, ça reste une niche, hein, en vrai. En vrai, il y a qui comme streamer IRL big dans le monde? Il y en a pas tant que ça. Par exemple, Kai, il est pas considéré comme un streamer IRL. Mais Speed... un peu plus quand même, parce qu'il fait énormément de contenu à l'extérieur aujourd'hui. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que ce que tu aimes dans le streaming, et en tout cas ce que tu as remarqué, c'est que c'est de plus en... Enfin, c'est plus réaliste, entre guillemets, que YouTube, où il y a du montage, où on essaye d'enjoliver sa vie, etc. Et c'est vrai que sur Twitch, en tout cas au début, je trouve que c'était le cas, mais qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai l'impression qu'on retombe, entre guillemets, dans la surproduction et on essaye de se rapprocher de la télé, dans un sens, avec des événements qui coûtent extrêmement cher à produire. Et au final, je trouve, en tout cas de mon point de vue de streamer et de créateur de contenu depuis pas mal d'années, je trouve ça un petit peu dommage qu'à chaque fois que des créateurs de contenu découvrent une plateforme, elle finit toujours par ressembler à la télé, en fait. Si tu regardes YouTube, dans les années 2010, c'était que des mecs dans leur chambre ou des filles qui parlent. Aujourd'hui, si tu regardes les tendances, c'est que des concepts qui coûtent extrêmement cher à produire et qui, malheureusement, ne permettent pas aux jeunes ou aux gens qui regardent de s'identifier, et ça leur donne pas forcément envie de le faire parce que le gap, il est trop élevé, en fait. Comment tu passes de faire une vidéo dans ta chambre à faire des vlogs à organiser, je sais pas, une course de voiture. Enfin, tu vois, c'est dur de s'identifier à ça, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye, en tout cas, de mon côté, de rester de créer le contenu le plus simple, entre guillemets, possible. Juste un téléphone, pour que les gens qui regardent puissent se dire, en fait, n'importe qui peut le faire. Moi, je suis content parce que tu as une bonne vista là, ça envoie du bon. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le côté grave, télévision, etc. Tout le monde fait des formules comme ça, tu vois, à tous les niveaux. Hein, ouais, bien sûr. Que ce soit DTR, de combat de boxe de Billy, que ce soit les concepts de Squeezie, tout c'est devenu comme ça et c'est totalement vrai. Et effectivement, la transition, elle s'est faite et c'est un truc de fou. En gros, c'est comme si... ça fait un switch de la télé à Twitch. Ouais. Tu vois, en mode, ce qui marche aujourd'hui, et il y a plein de gens qui disent ça déjà sur Internet, mais ce qui marche aujourd'hui, c'est vraiment les anciens concepts de la télé, tu vois. Ouais. Limite, on peut voir le Big Deal aujourd'hui sur la chaîne de je sais pas qui, tu vois. Et ça marcherait de fou, c'est sûr. Un truc de fou. Et ça, c'est grave pertinent de l'avoir souligné. Et même moi, d'ailleurs, pour donner un exemple, quand j'ai commencé à faire du contenu, justement, je faisais exprès d'avoir un contenu super ratchet. Genre en mode, il y avait rien. iPhone, pas de micro, montage speed. Et parce que je voulais revenir à un truc ultra authentique, vrai.
réel, tu vois. Je suis dans ma chambre, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que tout ce que tu as dit, ça a résonné avec WAM, parce que c'était exactement ça la stratégie, tu vois. Par contre, c'est vrai qu'une fois que tu marches, tu prends de la moula, tu fly, c'est dur de pas se trouver à faire des grands prix avec Schumacher et Lewis Hamilton, tu vois ce que je veux dire. Il y a encore quand même quelques exemples. Par exemple, Lena Situation. Elle, je peux pas imaginer combien elle gagne par mois, mais elle continue de faire des vlogs avec une petite caméra, elle monte ses vidéos elle-même. Il y a également Seb, qui encore aujourd'hui fait des vidéos très poussées, mais ça reste dans sa chambre en fait. Ça reste dans sa chambre et moi je trouve ça encourageant, je trouve ça intéressant. Il y en a encore plein, je vais pas tous les citer, mais je peux dire aussi le Rire Jaune et son frère qui continuent de faire des choses dans leur chambre. Et moi j'aime bien ce côté-là accessible d'Internet. Ouais, où n'importe qui peut se dire, moi aussi je peux le faire avec très peu de moyens. Enfin, très peu de moyens. Faut quand même un bon téléphone, mais bon, c'est... Voilà quoi. Faut aller à Cupertino. Si tu vas pas là-bas. Un 16 Pro Max minimum. Il gift Apple ou pas? Comment? Il donne des cadeaux Apple ou pas? Moi, je vais rester dans la communication d'Apple, c'est-à-dire que je vais rester très évasif. Non, frérot, je vais pas te mettre en galère, j'avoue. Apple, en fait, vous donnez rien. Vous avez rien donné. Non, vous regardez là. Apple, ce qui me donne à moi, en tout cas, entre guillemets, c'est la chance de pouvoir vivre des expériences authentiques. Oh non, t'es pro. Oh, je suis fort. T'as cru que t'allais me faire ça comme ça, là? Et non, rien mais dire, en vrai, c'est la vérité. C'est fort. J'ai pu vivre un truc incroyable en allant à Cupertino pour l'annonce du dernier iPhone. Mais ouais, en fait, travailler avec des marques comme Apple, enfin, je dis des marques, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais, de ouf. À mes yeux, il y en a deux, pour moi, dans ce standing. C'est Apple et Leica, qui, en fait, je sais pas comment expliquer. Ce qu'ils peuvent te proposer va au-delà de l'argent. Déjà parce que le simple fait de bosser avec eux, ça te donne une légitimité de dingue. Regarde, on en parle, tu vois. On parle pas d'autres marques. Alors qu'en soi, les autres marques aussi, elles sont géniales. Mais je sais pas, il y a un truc avec Apple, c'est les GOAT en fait, c'est tout. Hein. Désolé si vous avez autre chose dans vos poches, mais... Non, je rigole. Je suis en train de dire mais... Je plaisante, bien évidemment. Il rigole pas, mais vas-y, tranquille. Non, mais... En tout cas, il y a deux choses que je voulais rebondir. C'est, premier point, j'aime bien là, quand ton texte il est bien prêt, comme ça, carré, je te charrie, hein, mais je te jure que c'est important de fou. Parce qu'en fait, ça step up le game, en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu prends des deals, en vrai. Hein. Tu vois, pour les gens qui sont ici et tout, moi, je taquine, je suis là, je parle en mode, argot, tout ça. Mais le petit bail qu'il vient de faire là, c'est grave important, parce que c'est comme ça que tu collectes les chèques ou les bonnes collaborations avec des belles marques, tu vois? Donc, c'est ultra important. Et le deuxième point, Apple, là, ils sont trop chauds quand même. Mais à un moment, je me posais la question. Je me disais, mais... Je déraille un peu du bail, mais parce que c'est intéressant. Moi, à un moment, je me disais, mais Apple, là, ça fait longtemps qu'ils n'inventent pas des bails chauds, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, mais là, ils ont le monopole, parce qu'ils sont trop forts en image, tout ça, mais si demain, il y a un acteur qui vient, qui est terrible, qui sort un produit terrible, est-ce qu'il ne peut pas renverser Apple aujourd'hui, tu vois? Et c'est pas nouveau, c'est pas un truc que je dis depuis... il y a 10 ans, je n'aurais pas dit ça. Mais aujourd'hui, je me pose la question, tu vois. Comment dire? Moi, mon avis sur la question, il est... comment dire? Pour pas passer pour un fanboy non plus, je vais essayer de rester objectif. Tu peux. Je vais essayer de rester objectif, mais pour moi, c'est très difficile, en fait, de renverser Apple, parce que c'est comme essayer de déraciner un baobab. Je sais pas comment expliquer. Non, mais c'est vrai, l'écosystème, il fonctionne trop bien. Pour moi, Apple... Ce qu'ils vendent, c'est pas des téléphones, c'est pas des écouteurs, c'est pas des montres. Ils vendent vraiment une... Putain, je parle comme Tim Cook, c'est une dinguerie. Non, mais ils vendent une expérience, en fait. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, quand t'as ton téléphone, tu mets tes AirPods, t'entends le petit bruit. Ils ont pas inventé l'eau chaude, hein. Ça existait déjà, la réduction de bruit. Mais, faut dire ce qui est, à chaque fois qu'ils sortent un produit, même si ça existait avant, ils le démocratisent. La réduction de bruit avec les AirPods, les smartwatches avec l'Apple Watch,
Le smartphone, tout simplement. Ouais. C'est pas les premiers à avoir sorti un téléphone intelligent, entre guillemets. Il y avait Nokia qui commençait à faire ça avec le N95, les BlackBerry commençaient à être pas mal, mais dès qu'il y a eu iPhone, bah ouais, en fait, c'est l'expérience, c'est le logiciel, en fait, qui est trop bien fait. Et aujourd'hui, ils vont même plus loin que le logiciel avec leur puce. La puce M, l'architecture silicone, elle est incroyable. Je sais pas si... Enfin, sans doute, il y a des personnes qui ont des Mac dans la salle. Peut-être que toi-même, t'en as un. Ouais. Mais depuis qu'ils sont passés sur les M, mais ça a rien à voir, en fait. C'est devenu trop... je sais pas, en fait, ils maîtrisent leurs produits de A à Z. Et... mais je m'attendais pas à parler d'Apple comme ça. Mais, En plus, ils me payent même pas. mais c'est terrible, c'est ce que j'allais dire. On peut couper court, mais je suis vraiment... c'est une dinguerie, en vrai. Mais regarde... Et même moi, j'avais pas prévu de parler d'Apple comme ça, parce qu'il n'y a pas d'argent, là. Apple sponsorisé. C'est la preuve. C'est la preuve que... Mais, je sais pas. Mais tu sais pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand même, malgré tout, il y a un fil rouge avec ça, c'est que j'ai vu les bails Camino et tout, tu supportais Apple et tout de fou, tu vois, dans ton discours. Du coup, il y a un fil rouge par rapport à ça quand même, malgré tout. Et effectivement, on va pas faire un EDC sur Apple, hein, à part s'ils donnent l'argent. Voilà. Donc voilà. Mais tu m'as convaincu et j'avoue, mais moi-même, j'ai grave les produits Apple, tu vois. C'est plus dans des réflexions, genre je me dis, vas-y, dans 5 ans. Parce que tu sais, des empires, parfois, ça va vite, frérot. Kodak, c'était le magma, tout le monde disait Kodak après photo, jour au lendemain, salut, tu vois. C'est vrai. Et c'était dans ce sens-là, mais pertinent. Revenons à nos moutons au streaming et à toutes ces histoires-là. D'ailleurs, t'en as pensé quoi pour finir le chapitre grosse prod, gros truc télé et tout, t'en as pensé quoi justement du documentaire de Inox? Ah, je l'ai pas regardé. Ok. Ouais, j'ai pas encore pris le temps. C'est long quand même. C'était 2 heures ou... Ouais, c'est un ouais, non, gros docu. j'ai pas pris le temps de le regarder. Okay. Mais je le regarderai. J'ai entendu que des bons échos. Et ce que j'ai pu mesurer, par contre, c'est l'impact positif que ça a eu sur les gens. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, même sans l'avoir vu, c'est une réussite. Ça pousse les gens à sortir de leur zone de confort, à tenter de nouvelles choses, à se détacher un peu. Mais en fait, comment dire, c'est un peu hypocrite aussi de notre part, les créateurs de contenu, quand on vous dit arrêtez de passer trop de temps sur votre téléphone et tout. C'est parce que en soi, on sait que quand on dit ça, on le dit avec sincérité, mais dans un sens, si les gens ils passent plus de temps sur leur téléphone, on n'a plus de taf en fait. Donc comment expliquer, ce discours il est super et il est encourageant, mais dans un sens, je pense qu'il faut quand même garder un peu de nuance par rapport à ça. Ouais, je te capte de fou. En tout cas, je trouve dans cette méta de super production ultra télévisuelle, d'ailleurs c'est pas ça la télé, c'est un des meilleurs que j'ai vu récemment, quand même, malgré tout. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'avoir une balance et tout. Voilà, c'est ça. Une influence de fou. Donc voilà. Est-ce que... Je vais faire des entractes à chaque fois après les grandes parties où vous pouvez poser des questions. On ne va pas en poser 10 milliards parce que sinon, on ne pourra jamais finir avant minuit. Je vais laisser 2-3 questions autour du premier sujet qu'on s'est dit, streaming, live IRL dans sa chambre, les super productions. Est-ce que vous avez des questions ou des éléments à dire dessus? Ah, il y a le micro. Ce que tu dis en général, en vrai, je suis complètement d'accord. Après, tu sais, à un moment, moi, tu sais, genre, j'aime beaucoup que ce soit les situations ou n'importe quel autre, en vrai, tu vois, créateur de contenu, je kiffe, tu vois. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a parfois, où tu sais, quand tu parles d'être un peu naturel, de pas faire de surproduction, etc., est-ce que tu penses que parfois ça peut tomber dans un genre de fake naturel que les gens ressentent et un peu, tu sais, dans la théorie de, bon, il y a un livre de marketing qui sort, ok, ce livre de marketing, maintenant tout le monde le connaît, tout le monde l'applique, maintenant il va falloir faire la mise à jour de ce livre-là, parce qu'en fait tout le monde le suit, et en fait les gens, ils ont compris que c'est un peu des genres de moutons, et qu'au bout d'un moment, faut créer un autre pour essayer de les avoir autrement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas un genre de fake naturel que peut-être les créateurs de contenu essayent de se battre contre, tu vois? Un peu comme Léna, je pense. En vrai, tu vois, genre, j'aime bien son contenu, mais je pense qu'elle se bat contre un genre de fake naturel
mais que c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que c'est compliqué, tu vois, de gérer ce truc, je pense. Par fake naturel, est-ce que tu veux dire qu'en fait, elle se force à rester naturelle, à rester entre guillemets proche de sa communauté comme avant, c'est ça? Dans le sens où... Tu sais, tu te dises toi-même que tu dois être naturel. Ah, Tu sais, ça fait un raisonnement genre en mode, ok, je dois rester naturel devant la caméra. Donc du coup, tu essayes d'acter naturel et tu fais des vlogs dans ta chambre alors que tu es invité à Los Angeles faire un truc. Tu vois, est-ce que genre il n'y a pas un truc intériorisé, réfléchi et qu'au bout d'un moment, tu sais, ça... Enfin, le mec, tu vois, qui regarde les vidéos, au bout d'un moment, il est pas bête, tu vois. Il se dit, ok, elle fait le vlog dans sa chambre, mais... Tu vois, genre, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que, genre, entre guillemets, les créateurs de contenu, que ce soit comme toi ou comme d'autres, intérieurement, ils se le disent et ils essayent de se battre contre, mais il y a quand même un truc qui fait que, au bout d'un moment, il faudra faire face à ce problème que tu corresponds plus forcément trop à ton audience, tu vois. Parce que en vrai, c'est compliqué de gérer ça aussi. c'est une excellente question. Sincèrement, je pense que ça dépend avant tout de ta personne. Il y a des personnes qui, même en arrivant, entre guillemets, au sommet, restent toujours, entre guillemets, gardent les pieds sur terre, en fait. C'est surtout un rapport à ça, selon moi. Je vais pas parler pour Léna Situation parce que, bon, ben, c'est elle, je vais pas parler à sa place. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, en fait, peu importe ce qui m'arrive, bah, j'oublie pas où j'étais il y a quelques années, en fait. Donc, quand je fais des lives tout seul en Chine ou je ne sais où avec mon iPhone, bon, ok, maintenant c'est un 16 Pro Max, 1 Tera titane sable, mais en vrai, ça reste un téléphone, tu vois. Et je suis seul devant mon contenu. Et aussi, ce qui est important, mais attends, non mais c'est vrai, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir été honnête et transparent avec les gens qui me suivent depuis le début. Je leur ai toujours dit, je pense depuis mes premières vidéos, ceux qui me suivent depuis le début, hein, ils savent que j'ai toujours pour ambition de devenir un grand patron. C'est ça que je disais à chaque fois dans mes vidéos. Donc si aujourd'hui ils voient que certaines choses se passent, entre guillemets, ils sont un peu moins surpris. Parce que depuis le début, je leur ai dit. Et je suis très transparent, même en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne mon mode de vie. Je dis énormément de choses. Pas sur Instagram, pas sur Twitch, enfin pas sur TikTok ou YouTube, mais sur Twitch. Parce que les gens qui me suivent sur Twitch, la grande majorité, c'est vraiment le cœur de ma communauté. Tu vois le canal sur Instagram, ça c'est le cœur de ta commu. La Twitch, c'est encore le cœur de ce cœur-là, tu vois. Donc je vais être encore plus libéré parce que j'ai moins peur, entre guillemets, des conséquences. Les gens qui me suivent sur Twitch, il y a très peu de personnes mal intentionnées en vrai. Il y en a toujours, hein, mais il y en a très peu. Et du coup, bah, dans mon cas, est-ce que je force le naturel? Non. Après, tu sais, genre, je parlais pas. Oui, non, je sais, bien sûr. En fait, par exemple, moi, j'ai l'exemple, tu sais, de iShowSpeed, Ouais. que je trouve ultra naturel, ultra fou. Même si, en vrai, est-ce que c'est pas l'un des plus big en ce moment? Et que c'est un truc que, en vrai, je ressens chez lui, mais que je ressens un peu moins chez les autres. Et après, aussi, tu vois, il y a tous aussi ce système français qui fait que quand tu réussis, c'est un peu plus compliqué socialement, etc. Ouais, et qu'aux exactement. États-Unis, il n'y a pas, tu vois. C'est ça. Mais que, genre, je ressens chez lui qu'il reste quand même l'un des plus fous que je peux voir sur Internet, même si bah, le mec, en vrai, c'est l'un des mecs qui a le plus réussi sur cette plateforme pour moi, tu vois. Ouais, mais le truc, justement, je vais répondre enfin, je vais compléter ce que tu as dit et je vais répondre par rapport à iShowSpeed. Et déjà, en fait, moi, juste sur, par exemple, je prends l'exemple de Pop, c'est, comme tu as dit, tu peux, genre, starter de fond de bonhomme et vas-y, maintenant t'es là, mais tu peux toujours avoir la vision, mais par contre, c'est clair que là, quand tu prends ton téléphone, par exemple, la première fois on s'est rencontrés, t'as envoyé une vidéo comme ça, moi je comprenais, hop, tu vas se dire, mais pour toi c'est naturel, tu vas se dire, moi je trouve que c'est plus par rapport à ça où sa vie elle a changé. Tu vois, moi pour le faire, faut que j'y pense, faut que je fasse ça, faut que je me pose, peut-être que je vais louper, lui il le fait comme ça, comme s'il respire, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui change. Mais par contre, moi je pense que, vu que tu as les pieds sur terre, et c'est vrai sur le fait des caractères, c'est ça qui fait la différence avec un mec qui va flexer de fou, tu vois. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, iShowSpeed, je sais pas si c'est un bon exemple parce que iShowSpeed, c'est un caractère. Justement, iShowSpeed est dans un personnage. Dans tous ses lives, c'est pas lui. C'est une partie de lui, tu vois. Mais il a max
pour que ce soit internet-friendly de fou et algorithme-friendly. C'est-à-dire qu'il est toujours dans son personnage. Je pense que dans la vraie vie, il aboie, mais pas de ouf comme ça dans la tête des gens, tu vois ce que je veux dire. Et même si tu peux voir, là, il vient de faire une interview, il est sorti son personnage avec Shay là, et il parle normal. Il dit ouais, moi j'étais millionnaire à 16 ans, ma mère elle m'a sorti de chez WAM, il est pas là, tu vois, il est en mode normal, tu vois ce que je veux dire. Et c'est du coup lui-même il est dans cette méta de je joue un rôle que je dis pas que Lena joue un rôle, mais maintenant elle a percé, elle est bien, elle va à LA, elle prend un van, mais on sait qu'elle a pas besoin de prendre un van, mais tu peux être encore dans cette vibe là de ah ouais j'ai envie de grind, parce que justement c'est en faisant ça que tu continues d'avancer. Parce que si tu t'embourgeoises trop, bah tu perds en vrai, tu vois. Quand tu t'embourgeoises trop, tu te fais renverser. C'est la révolution, salut, tu vois. Donc voilà, bon. Quelqu'un d'autre a une question, parce que cette question-là, elle était à rallonge, hein. Lui, il a fait 2-3 questions en une, comme ça, pap. Wesh. Frérot. Salut, merci d'être là, merci pour la culture. T'as soulevé un truc intéressant tout à l'heure, t'as parlé d'hypocrisie par rapport à la consommation des plateformes et de nos téléphones et tout court. Est-ce que t'as une solution pour ça? Parce que j'ai l'impression que quand on compare du coup le streaming et Internet à la télé, le streaming il a moins de potentiel de niquer nos vies que la télé. C'est-à-dire que la télé c'est du contenu qu'on choisit pas, qui est choisi par des gens qui ont du pouvoir, une influence, alors qu'Internet tu choisis qui tu regardes. Entre guillemets, je dis, il y a forcément des algorithmes derrière, mais t'as quand même un certain pouvoir, c'est un peu plus libéral. Et j'ai l'impression que, certes, peut-être il y a une hypocrisie, mais quand ils disent qu'il faut diminuer le temps d'écran, c'est parce qu'il y a quand même un truc derrière où ils savent que eux, ils ont la prétention de proposer un contenu que eux-mêmes pourraient regarder, et pas forcément pour nous abrutir. Donc est-ce que tu penses qu'il y a un stade où c'est possible que Internet nous abrutisse autant que la télé, sachant que je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'Internet nous abrutit, mais moi j'ai l'impression que ça nous apporte plus de choses positives que négatives, contrairement à la télé et d'autres organes qui ont modelé notre société actuellement. Alors, bonne question encore une fois. Moi, de mon point de vue, alors déjà pour revenir sur la toute première chose que tu as dite, est-ce qu'on choisit vraiment ce qu'on regarde? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En fait, on regarde ce que ces algorithmes ont envie de nous faire voir. Par exemple, si tu vas sur YouTube, tu vas tomber sur des vidéos, tu as l'impression d'avoir le choix, mais en fait, la télé, c'est quoi? Tu avais le choix entre 6 chaînes à l'époque, mais aujourd'hui, tu as le choix entre, je sais pas, des centaines de milliers, voire des millions de chaînes. Mais en réalité, c'est toujours les mêmes têtes que tu vois sur YouTube, sur TikTok, peu importe. Donc, est-ce qu'on choisit réellement son contenu? Ça, je sais pas trop. Mais par contre, est-ce que le contenu d'aujourd'hui est plus ou moins abrutisant qu'avant? Je pense que ça dépend de ce que tu regardes. Parce qu'à la télé, moi je pense, en fait je suis pas de la team des créateurs de contenu qui crachent sur la télé à tout bout de champ. À la télé aussi il y avait des superbes choses. Arte par exemple, c'est une superbe chaîne. Je peux pas dire France O, mais en vrai, bref. Tu sais, toutes les chaînes un peu qui traitent du voyage. T'as dit quoi? T'es un intellectuel toi. Non mais je sais pas, en fait je pense à ma mère en fait, qui regarde beaucoup la télé, et au final ce qu'elle regarde c'est des chaînes cultivantes en réalité. Donc aujourd'hui en fait sur internet c'est pareil, il y a du contenu vraiment abrutissant comme pas possible, peu importe la plateforme, mais il y a aussi du bon contenu. Donc au final je pense que ma réponse c'est que dans toute chose, c'est un peu un tapine hein, mais c'est vrai, c'est une question d'équilibre en fait. Moi dans mon sens, je sais que le contenu que je propose il est qualitatif, je sais, et je sais que si moi j'avais je sais pas 15 ans et je tombe sur mes vidéos, je sais que ça aurait pu m'apporter quelque chose, peut-être sur le dépassement de soi, sur les études, vivre à l'étranger, s'ouvrir à différentes cultures, etc. Mais ça n'empêche que le temps que tu vas passer à regarder un gars, bah c'est du temps en moins pour te développer toi-même. Tu vois, en fait, c'est pour ça que en fait, quand j'envoie des lives de 10 heures d'affilée pendant une semaine, bah, ça m'arrive parfois de dire aux gens qui me suivent à la fin, bah merci de m'avoir regardé, hein. Mais en vrai, les gars, vous oubliez pas. Faites vos projets, en fait. Travaillez, vous aussi. Au pire, vous regardez les rediffs, les best-of. Je sais pas où vous regardez le live sur un deuxième écran, mais ne vous oubliez pas, parce qu'au final, en fait, c'est comme dans Full Metal. Tu vois, c'est un échange équivalent, c'est vrai. Dédicace à Lan. c'est comme dans Full Metal, en fait. Tout est une question d'équilibre. Et
Et je pense qu'il faut le trouver. Et c'est à nous aussi, les créateurs de contenu, de pousser les gens à trouver cet équilibre. Parce que sinon, peu importe en fait le contenu, même si c'est le plus intellectuel possible, au bout d'un moment, ton temps, tu l'as perdu en fait. Franchement, là, ça c'était une bonne réponse, hein. Carrément. En plus, t'as cité Full Metal Alchemist, là, je t'ai refait. Ouais. Là, j'étais refait, vraiment. Ouais, je vais pas spoiler. Parce que tu vois, là, moi, ça m'a bercé, hein. Moi, je suis un mec de. Genre, ça. C'est un peu. Comment ? Des animés ? Animé, mais Full Metal Alchemist, genre, c'est un peu, genre, ça régit un peu une partie de ma façon de penser des choses, tu vois. De échange équivalent et de ce qu'ils disent à la fin, etc., tu vois. J'étais en mode, dans la vingtaine, j'étais vraiment matrixé dans ça, tu vois, et fort. Et sinon, franchement, aujourd'hui, avec Internet, c'est l'IA qui choisit qu'est-ce qu'on regarde. C'est simple. Même si nous, on dit, ah, vas-y, je regarde ça, c'est ton IA qui te formate TikTok, même Twitch, tu vois. Une dernière question dans ce mood-là, vas-y. Merci pour ta question, en tout cas. Moi, je voulais te demander, est-ce que du coup, tu fais plus vraiment de contenu YouTube parce que tu te retrouves plus dans le Papsan que tu présentais sur YouTube, parce que tu pensais à ta mère, tout ça. Ah non, c'est juste une question de temps. Et aussi, je vais être honnête, hein, c'est une question d'argent aussi. Hein. Ouais, non, mais je suis très rationnel en vrai, dans tout ce que je fais. Et aujourd'hui, si je passe 50 heures à faire un documentaire sur YouTube et 50 heures en live, le plaisir, ça va être le même, parce que j'adore faire les deux. Mais de l'autre côté, j'aurais plus d'opportunités financières en fait. Donc, si je pouvais me cloner, j'aurais continué en fait de faire les deux. Mais là aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus le temps. C'est juste pour ça, c'est juste une question de temps. Sinon, j'aurais continué parce que ça m'intéresse beaucoup, moi, les sujets de société, faire des documentaires, des interviews, etc. Peut-être que je reprendrai un jour, un jour où j'aurai plus besoin de penser à l'argent. Voilà. Voilà. J'ai une question pour rebondir dessus, et je sais qu'il y avait le frérot qui voulait poser une question, tu peux lui donner le micro, après on enchaînera. Mais en fait, c'est quoi la différence pour toi entre YouTube et Twitch ? Et tu as un peu expliqué pourquoi tu as fait le transfert, etc. Tu vois, mais c'est quoi les grandes différences ? Waouh, il y en a beaucoup. En fait, c'est dans la façon de créer le contenu et d'interagir avec sa communauté. Sur YouTube, c'est du contenu qu'on appelle froid. C'est-à-dire que tout va être froid. En fait, c'est un peu la différence, entre guillemets, entre faire des photos avec un appareil numérique et faire des photos avec un appareil argentique. Argentique, c'est plus YouTube. Tu vas prendre du temps à prendre la photo, faut la développer, faut la scanner, tout ça, c'est l'édit. Ensuite, tu vas au labo, tu postes ta vidéo et t'attends les résultats. Et c'est les commentaires. Alors que Twitch, c'est direct, en fait. Tu crées le contenu et en même temps, les gens réagissent. Et moi, c'est ça que j'adore, en fait. C'est galvanisant de fou, en fait. De voir entre guillemets, le résultat tout de suite. Moi j'aime trop Twitch, en fait. C'est vraiment une plateforme de fou. Parce que les possibilités, elles sont infinies. Et c'est dingue, en fait, de se dire que, genre, même là, ce qu'on fait, ça aurait pu être sur Twitch et les gens auraient pu voir ça en live en même temps que vous. À quelques millisecondes de différence, tu vois. Et moi, je trouve ça incroyable. Donc, ouais, les plus grosses différences pour moi entre YouTube et Twitch, c'est la manière dont le contenu est créé et il est consommé, mais aussi la communauté est complètement différente. On dirait que c'est pas les mêmes gens. Je sais pas comment expliquer. Les gens qui regardent... Enfin, je vais pas dire ça, mais sur YouTube, on dirait que les gens, ils sont un peu plus posés, un peu plus... je vais pas dire réfléchis, mais... Ils prennent plus le temps, entre guillemets, avant d'interagir avec toi, tu vois. Mais ils ont le temps de se préparer aussi, c'est pour ça. Voilà, ils ont le temps d'écrire leurs commentaires et tout. Alors que Twitch, c'est vraiment... En fait, tu veux te faire remarquer, entre guillemets, par le chat et par le streamer. Donc, soit tu vas faire des blagues, soit tu vas poser des questions discrètes, soit tu vas... je sais pas comment expliquer, mais il y a ce truc, en fait, cette émulation, en fait, chez les viewers. Moi aussi, je suis un viewer. Parfois, je regarde Twitch. Et moi, je suis un viewer, je vais pas dire toxique, mais j'aime trop faire réagir les streamers. J'aime trop, je sais pas, ça me fait rire. Mais tu regardes qui ? En vrai, je regarde mes amis. Ok. Ouais, en général, je regarde mes amis. Parce que ça me fait rire, en fait, de les voir streamer. C'est surtout ça. Je regarde surtout mes amis aujourd'hui sur Twitch. Mais donc, voilà. Et aussi, si on parle un peu de marque, de travail, etc., parce que je pense que ça vous intéresse, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, mais factuellement, Twitch, c'est la plateforme où l'engagement, il est le plus élevé.
Si je devais faire un classement, la plateforme avec le moins d'engagement, c'est TikTok. Ensuite, c'est YouTube. Ensuite, Insta. Ensuite, Twitch. YouTube et Insta, on peut les interverser quand même. Mais Twitch, il n'y a pas photo en fait. Même si tu as 500 viewers, c'est 500. En fait, imagine juste que c'est 500 vraies personnes qui sont là pour toi à l'instant T où tu fais ton contenu. Alors que YouTube, tu peux avoir 10 000 vues, 20 000 vues. En vrai, c'est juste des mecs qui ont cliqué sur un truc, mais ils sont pas forcément intéressés. Il n'y a pas réellement de commitment en fait. Alors que Twitch, quand tu cliques, bah t'es là pour de vrai. C'est méga intéressant quand tu dis engagement, t'entends quoi par ça? C'est-à-dire, en fait, comment dire, les gens qui me suivent sur Twitch ou qui suivent des gens, enfin les créateurs de contenu qui ont des communautés sur Twitch, on a le sentiment un peu d'avoir une sorte de famille ou d'armée, ou peu importe comment tu peux le définir, mais il y a un truc qui est différent en fait. Où tu sais que peu importe ce que tu vas proposer, que ce soit un événement, que ce soit un truc que tu vas vendre, un truc où tu as besoin de force, entre guillemets, c'est toujours sur Twitch que ça se passe. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes dans la rue. Par exemple, je vais donner l'exemple d'une fille que j'ai rencontrée à Toronto. J'étais en train de faire des photos, je l'ai rencontrée, on a parlé, elle faisait de la photo. Et elle avait l'air un peu... je suis pas triste, en vrai. Je ressentais de la tristesse chez elle. Du coup, je me suis dit, bon, je vais lui donner un peu de force. Donc, j'ai montré son compte. Et je vous assure que, je crois, en 5 minutes, je crois, elle est passée de, je sais pas, quelques centaines, peut-être 200 abonnés à 2-3 000. Mais genre instantanément. Elle a pété un câble, en fait. Elle a pleuré, elle a crié dans la rue et tout. Et 3 jours plus tard, elle était à 30 000. Et c'est pour vous montrer, en fait, l'impact que Twitch a et que les marques, encore, hein, ils savent pas trop. Ils voient pas trop. C'est encore un combat, entre guillemets, pour nous de leur montrer que il y a pas meilleur investissement que d'investir sur un mec ou une fille de Twitch qui ont des commus. Parce que leurs commus, elles sont vraiment là. Pour la plupart, en tout cas. Je pas oublié ta question, mais là, on est sur un tunnel. Là c'est trop intéressant. J'arrive. Je vais te demander en premier. Toi, quand tu as commencé ta quest Twitch, Ouais. comment tu as fait pour que ça se développe? Parce que moi, je vois Twitch, c'est archi chaud. Voilà, c'est bon, je me rappelle, je me remets les idées en place, du coup, parce qu'il y avait plusieurs trucs, il y avait plusieurs chapitres sur ce que tu as dit. Moi, j'avais remarqué l'engagement des créateurs avec... je l'ai vu avec genre des Amin, des Billy, même JL Tommy, des bails comme ça, ou même Kameto et tout, où les mecs, ils venaient pas en stream pendant une journée, ils se faisaient engueuler, genre. Ouais, sur Twitter, ouais, les gens, ouais. ils venaient, ouais, non, mais t'es pas... Mais genre, insultés et tout. J'ai dit, Ouais, ah ça, ouais. c'est un truc de fou. Vraiment, je me suis dit, les gens, ils sont ma boule. Mais c'était pas de manière péjorative, tu vois. Mais c'était vraiment en mode, les gens, ils étaient là en mode, c'est genre, c'est Dorothée. C'est-à-dire, demain, si t'es pas là, frérot, Ouais, je suis young de toi, tu vois. Et ça, c'était le premier truc où je me suis dit, l'engagement, c'était un truc de zinzin. Et de toute façon, maintenant, tu le vois, hein, ça remplit des Bercy, des 34 000 et tout, tu vois, des trucs de fou. Et l'autre question, c'était par rapport à... Enfin, ça, c'est une affirmation. La question, c'est par rapport à Twitch, du coup. Comment t'as grind? Parce que quand t'as commencé, est-ce que t'avais déjà des viewers? Parce que moi, comment je vois Twitch, tu vois, même moi, je kiffe, je suis ça depuis, j'aimerais bien lancer et tout. Mais je sais que c'est archi dur. Ouais, Twitch, c'est... En vrai, c'est la plateforme la plus difficile. C'est la plus difficile. J'avais 300 000 abonnés sur YouTube. Je crois mes premiers lives, on était 30. Genre, c'est une dinguerie. Ouais, vraiment, c'est pas une blague. Hein. On était 30. C'était très difficile, en fait, de convertir les gens qui me suivent sur YouTube et les faire venir sur Twitch parce que déjà, entre guillemets, à cette époque et encore aujourd'hui, les gens pensent que Twitch, c'est pour les geeks. Un truc où c'est que du gaming. Alors qu'en fait, non. Enfin... La majeure partie, si, c'est du gaming, mais il y a plein de contenu en fait qu'on peut faire sur Twitch qui n'est pas du gaming. Donc c'était super dur. Et au bout de quelques semaines, je suis passé à 100 viewers, 200, 300. Je suis resté bloqué entre guillemets à 300 viewers pendant peut-être 2 mois, 2-3 mois. Et ensuite, c'est passé à 1000. En fait, c'est comme un palier. Je sais pas comment ils fonctionnent leur algo, mais il y a un truc qui est bizarre en fait. J'étais bloqué un peu vers... J'ai eu du mal à atteindre les 100. Ensuite, une fois que j'ai atteint les 100, j'ai atteint 300 facilement. Ensuite, j'étais bloqué pendant 2 mois. Et au bout d'un moment, j'ai atteint 1000. Et je suis resté bloqué à 1000. Enfin, bloqué, c'est déjà beaucoup 1000 hein, sur Twitch. C'est vraiment pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon contenu... En fait, je pense que ce qui a intéressé les gens, c'est que mon contenu a changé aussi.
j'ai commencé à aller dehors, à parler aux gens et à faire des photos en fait, à parler et à, comment dire, à créer des interactions avec des inconnus. Et je pense que ce truc-là, les gens, comment dire, ils l'avaient pas en fait sur Internet. Parce que beaucoup de choses sont scriptées ou alors c'est avec leurs amis, le contenu. Mais c'est rare enfin en tout cas c'était rare que ce soit avec des inconnus. Donc je suis resté bloqué à 1000 pendant peut-être 2-3 mois encore. Et ensuite j'ai fait une collab. J'ai streamé avec un autre streamer qui s'appelle Sardoche, qui avait énormément d'engouement à l'époque, vraiment. Et je crois que ce live-là, on avait quoi, peut-être 12 000 viewers ou 9 000, je sais plus. Et depuis ce jour-là, ça n'a jamais baissé. Ah ouais? Ouais. C'est une dinguerie. En plus, tu sais que toute cette méta, je l'ai suivie. Donc c'est une dinguerie. Ouais, je me le rappelle, là, quand tu le racontes, je m'en rappelle carrément. Ouais, ça s'est fait comme ça. Ouais. Donc, la métaphore, en fait, que j'ai en tête, c'est comme si tous les 6 mois là, ou 7 mois que j'ai passé à streamer tout seul, c'est comme si j'accumulais un max de gaz dans une pièce et il fallait juste l'étincelle pour que ça explose. Et cette étincelle, c'était lui. Et c'est pour ça, en fait, que ça a marché. Donc, voilà, hein. C'est comme ça que ça s'est fait, dans mon sens. Putain, c'est un truc de ouf. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide, 2 mois, tu vois, quand même. C'est-à-dire, Ouais. vraiment, tu streamais tous les combien? 3 fois, parce qu'à l'époque j'avais un travail. J'avais un travail. Je travaille. Non mais c'est un truc de fou, hein. C'est pour vous dire à quel point je le considère pas trop comme un travail ce que je fais. Même si c'est fatigant plus que mon ancien travail, je le considère pas comme un travail parce que je m'amuse en fait. Tous les jours je m'amuse et je suis content. Même là en soi, c'est considéré comme du travail en vrai, mais et je suis content d'être là, moi. J'aime bien ce que je fais. Et du coup, voilà, à cette époque, j'avais un CDI, donc je pouvais pas streamer tous les jours. Donc je streamais 3-4 fois par semaine, mais j'étais régulier. J'étais régulier et j'ai toujours été le même. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché. Les gens, ils ont pas vu un changement drastique, je pense. La seule différence peut-être qu'il y a eu, c'est entre YouTube et Twitch. Mais ça, c'est pas parce qu'il y avait plus d'engouement. C'est parce que ma mère n'était pas sur Twitch. C'est pour ça. C'est pour ça que je faisais plus de blagues, que je me laissais plus un peu aller, je disais un peu plus de gros mots et tout, parce que ma mère, elle aime pas quand je dis des gros mots. Ouais, à chaque fois que je faisais une vidéo YouTube, s'il y avait un gros mot, elle m'appelle. Ah ouais. Pape et tout, faut pas dire des gros mots, c'est pas bien. Donc, elle a raison en vrai, ça sert à rien de dire des gros mots. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai bougé sur Twitch et qu'il y a eu peut-être un petit écart. Mais en fait, le pape de Twitch, c'est le pape comment je suis avec mes amis. Et le pape de YouTube, c'est le pape quand il est avec des inconnus. Ouais, de toute façon, après, c'est un peu ce que la métaphore que tu as fait des 2 plateformes, en fait. Voilà, c'est ça, en vrai. C'est à 100%, mais quand C'est même, juste ça. T'avais tu délivrais 3-4 fois par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et ouais, c'est la régularité. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça, tu vois. C'est en mode Twitch, il faut être en mode aguerri de fou. Ah ouais, tu Twitch, vois. l'algo, il t'aide pas. Mais mentalement, comment t'as surmonté le fait que t'as 300 000 abonnés, t'arrives sur Twitch, t'as 30? Comment t'as continué en mode, ah vas-y, je vais tanker le truc, je vais pas lâcher, et je vais continuer pour que ça prenne, tu vois. Parce que généralement, ce qui se passe, j'ai l'impression, beaucoup, ils viennent sur Twitch, ils ont parfois des commus et tout, tu vois. Mais j'ai l'impression le passage on va dire, de ce que j'ai vu, les gens qui ont réussi sur Twitch majoritairement, à part aux States quand t'as commencé à 12 ans comme Kai Cenat ou ces gens-là, t'as une commu lourde, comme Rebedeter il avait son Twitter qui pétait, il était en pétard, et il est venu sur Twitch, et même ça c'était du en hustling quand même, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais mentalement, comment tu t'es dit, ok, je suis à 30, je grind, je continue, j'abandonne pas, tu vois? Tout simplement parce que j'ai pas fait Twitch pour percer en fait. Je voulais juste une nouvelle plateforme pour parler avec les gens qui me suivent, c'est tout. Mais en fait, au final, tout ce que je fais, j'ai eu énormément de chance parce qu'à chaque fois, je l'ai pas fait en ayant l'argent derrière dans ma tête. Tu sais, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube quand j'ai commencé. Pareil pour Twitch, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur Twitch. Donc quand j'avais 30 viewers, j'étais content. Je me suis dit, bon, c'est cool, il y a 30 mecs. Donc je joue à Fortnite. et voilà, mais pour moi, en fait, si je devais donner un conseil aux gens qui se lancent sur Internet aujourd'hui, déjà, c'est plus difficile pour vous, mais pas seulement parce qu'il y a plus de monde, mais parce que vous savez ce qu'il y a au bout, en fait. Vous savez qu'après, il y a des OP, des voyages, tout ça. Moi, je savais pas tout ça. Et il y en a plein qui sont aujourd'hui au top, qui savaient pas tout ça non plus.
Et en fait, ce qui fait la différence, entre guillemets, entre les gens d'avant et les gens d'aujourd'hui qui se lancent, c'est que les gens sont trop pressés, en fait. Ils lancent un truc sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, et ils pensent qu'au bout de 2 mois, ils auront une commu. Mais en fait, avoir une commu, pour moi, c'est comme avoir des amis ou avoir une copine. T'es pas proche de ta copine au bout de 2 mois. C'est plusieurs années, en fait, qu'il faut. Pareil pour les amis. Donc, faut juste prendre son temps et rester authentique. Et vous allez voir qu'en fait, les choses, elles se font naturellement. Dans la vraie vie, on n'est pas pressé de se faire des amis. Enfin, tu rencontres quelqu'un, tu vois petit à petit, etc. Après, voilà, ça se rapproche. Et c'est pareil, en fait, pour Internet. C'est exactement la même chose. Donc, faut pas être pressé. Faut pas se dire, ouais, je vais gagner plein d'argent si je tryhard et tout, parce que c'est, enfin, comment dire, c'est super dur, en fait. Moi, je vais toujours vous pousser, entre guillemets, à faire ce que vous voulez, mais c'est pas simple, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les gens qui percent sur TikTok, en fait, il y a 2 façons de percer aujourd'hui. Je sais pas si t'as remarqué. Les gens qui percent sur TikTok, ils font énormément de vues d'un coup, mais les gens, ils les oublient aussi vite. Alors qu'avant, ou encore aujourd'hui, en vrai, sur Twitch, sur YouTube, Insta, ça prend beaucoup plus de temps à percer, mais les gens, ils sont là pour de vrai. Ils restent, en fait, peu importe ce que tu fais, ce qui t'arrive, si tu changes de contenu, les gens, ils vont rester, en fait. Alors que sur TikTok, ok, c'est facile de faire 1 million de vues, enfin, c'est facile. J'exagère un peu, mais bref, c'est pas aussi dur que faire 1000 viewers sur Twitch. Et le truc, c'est que ça a moins de valeur. Parce que les gens peuvent t'oublier très vite, donc il faut... Pour moi, en fait, et je me perds un peu parce que j'ai énormément de trucs à dire sur ça, mais la clé, c'est d'être passionné. Vraiment, c'est pas une blague, hein, quand je dis ça. Il y a que la passion qui va te faire continuer, en fait. Parce que si tu fais ça pendant 3, 4 mois, 6 mois, mais au fond, ça te saoule et t'aimes pas trop ça, tu vas arrêter. Et il y a rien qui prend que 6 mois à faire, tu vois. Même faire une entreprise, c'est pas en 6 mois. On parle de 2 ans en moyenne, en général, pour qu'un business soit pérenne. C'est pareil pour la création de contenu. Donc, faut être passionné, sinon selon moi, c'est voué à l'échec. Il faut absolument adorer ce qu'on fait et pas compter. Je peux même pas savoir combien d'heures je passe combien d'heures je voue à mon travail, je sais même pas, en fait. Si ça se trouve, c'est 80 heures par semaine, ça se trouve, c'est plus. Enfin, j'en sais rien, en fait. Parfois, je dors pas. Enfin, mais c'est pas grave parce que je suis trop content. En ce moment, tu sais, je dors pas beaucoup. Depuis que j'ai quitté mon travail, je dors pas beaucoup. Parce que, en fait, je me dis, quand je dors, je perds du temps. Enfin, je sais pas comment... je suis fou, hein, en vrai. Mais je capte. Je deviens un peu fou, mais je dors pas beaucoup. Et je me lève, dès que je me lève, peut-être parfois je dors 4 heures, 5 heures, et je me lève, je vois qu'il fait jour, je me dis, oh là là, faut que je sorte. Je peux faire des photos de fou, je peux faire un live, je peux répondre aux mails. Je sais pas comment expliquer. Et il y a que la passion, en fait, qui peut te donner cette détermination à toute épreuve. Peu importe s'il y a pas de vue, peu importe si ça flop. C'est pas grave, tu continues. Déjà, c'est carré. Wow, carrément. Ouais, déjà c'est carré. Merci. C'est carré. Ça fait plaisir, T'envoies ça un fait plaisir. bancaï, t'es concentré comme ça. C'est quoi ton bancaï? Tu dis quoi? Mon bancaï, en vrai? Non, moi, j'ai pas de bancaï, hein. Moi, j'ai un bijou. Ah, je sais pas c'est quoi. Mais non, J'ai pas suivi. Kurama, QB. QB? Ouais, QB, Naruto. Naruto? Ouais, j'ai arrêté, frérot. Moi, j'ai un démon à queue, mais il est gentil. Pause. Ouais, je crois Ouais. Ah, quoi, t'as dit quoi? que- Je dis pause, je rigole. Non, en vrai, ouais, non, moi, c'est plus Naruto, moi. Ouais, mais ce que j'allais te demander, attends, laisse-moi, attends. J'allais faire une entracte avant les questions. Ouais, dis-moi. Bon, avant l'entracte. Bon, discours carré là comme ça en politicien, ça m'a plu. Je suis d'accord. Seul point que je soulève pour les réseaux sociaux, en gros, aujourd'hui, ouais, je trouve que c'est segmenté, tu vois. T'as le tryhard, Twitch, et t'as le fast-food TikTok, tu vois. Ouais. Ceci dit, TikTok, c'est pas dégueulasse parce que tu peux passer du jour au lendemain à percer et disparaître du jour au lendemain, mais ça donne l'opportunité, en fait. Ce que j'aime bien avec la méta TikTok et que tout le monde est en train de récupérer, c'est que demain, au bonheur, la chance, n'importe qui dans la salle, il peut avoir une vidéo qui break, tu vois. Ta vidéo demain, elle fait 2 millions, tu prends grave des follow, et si après, derrière, t'es consistant, tu peux avoir un business avec ça. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois, et moi, c'est comme ça que je le prends, en fait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais n'importe qui peut percer. Tu vois, aujourd'hui, je pense que Awabel, genre, elle a percé parce que TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle pérennise le buzz qu'elle a eu. Tu vois, après combien de temps? Je sais pas. Mais en tout cas, sur peut-être un court terme, tu peux pérenniser. Et même sur le long terme, peut-être, ça se trouve. Tu vois. Ouais, non, il y a des exemples. Voilà, des tu vois. exemples, c'est vrai. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, pour moi, c'est fort quand même. Et en tract avant les questions, c'est quoi ton top 3 animé? Attention, est-ce qu'on parle... Il y a quelqu'un qui a mis une menace là. Est-ce qu'on parle que animé ou on peut mettre les mangas dedans? Anime. Anime. Bon, j'enlève les animés fleuves. Hein. J'enlève Naruto, j'enlève One Piece, j'enlève Bleach, j'enlève Reborn, j'enlève tout ça, ok? Pourquoi t'enlèves? Parce que dis ton top 3. Mais non, mais sinon c'est trop facile comme top 3. Ah ouais, non, j'avoue. J'ai envie de provoquer un peu de débat. Je vois ce que tu veux dire. Mon top 3, en vrai, le troisième, je pense que c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Le deuxième, c'est Hunter x Hunter. Et le premier, c'est Shingeki, Attack on Titan. Ça va, c'est bon. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. T'as... S'il y en a un qui est pas d'accord, vous êtes des fraudes. Ouais, je rigole. Évangélion, c'est où? Évangélion, Frère. je te mens pas, j'ai même pas tout regardé. J'ai regardé Ouais, c'est bon. Je crois que j'ai regardé 5 épisodes. En fait, c'est l'ancêtre des SNK, comment tu peux dire ça? Ouais, mais je sais pas. SNK, en vrai, SNK c'est mieux. Hein. C'est mieux, mais c'est mieux. SNK, en vrai, c'est imparfait. Il y a... Par exemple, j'avais le débat la dernière fois. J'avais le débat. Par exemple, Full Metal Alchemist, c'est mieux écrit que SNK, c'est réel, c'est mieux écrit. Mais... mais SNK, ça m'a plus fait vibrer. Donc c'est pour ça que c'est le top 1 pour moi. Sur la philosophie, je préfère Full Metal Alchemist, mais SNK, c'est mieux. Bon. Bref. Ouais. Mais sinon, Naruto, top 1 all time. Top 1 œuvre. Même si on met film, musique, livre, on met tout. Même si Naruto, ça boit Seigneur des Anneaux. Moi, Naruto, moi, ça m'a saoulé, mais bon, on va pas aller trop loin, parce que sinon, on va... État de la culture, ça dure longtemps. C'est-à-dire que là, si on rentre dans un débat parallèle, là, on va pas être bon, mais Naruto, moi, ça m'a saoulé, mais bon. Les questions, 2-3 questions avant le prochain chapitre. Donc, mademoiselle, il y avait le frérot et Faka. Ouais. Déjà, merci pour le talk. Hyper intéressant. Bonsoir, Pape. Bonsoir. Moi, ma question, c'est... En gros, je suis né dans cette génération où on a grandi avec YouTube, Netflix, Twitch. Et en fait, aujourd'hui, je vois l'évolution dans le sens où je passe plus mon temps en fait, devant la télé et je stream en fait, le contenu. Et moi, ma question, c'était de savoir, pour toi, même pour vous deux, est-ce que vous pensez que la télé va exister encore? En fait, déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est la télé. Est-ce que par télé, tu entends le fait de se poser dans le canapé avec, je sais pas, un grand écran et avec une télécommande? Ouais. Ou alors est-ce que c'est au niveau des programmes? Non, je parle plutôt en fait de la transition entre les chaînes et le fait que maintenant, en fait, t'as les plateformes comme Netflix. Ouais. Non, moi je pense que ça continuera d'exister parce que peu importe ce qu'on dit, ça reste un média trop puissant en fait. On se rend pas compte à quel point ça influence plein de choses, notamment au niveau, on va pas trop parler de ça peut-être, mais au niveau des votes dans la politique, la télé c'est archi puissant. Donc je pense pas que ça va disparaître. Je pense pas. C'est plus facile en fait de contrôler un média que, je sais pas, un random dans sa chambre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Un random dans sa chambre, si du jour au lendemain il change, il va perdre sa commu. Alors qu'entre guillemets, une chaîne de télé, bon... C'est plusieurs personnes derrière, c'est un média entier. Moi, non, je pense que la télé, ça va continuer d'exister. Après combien d'années, je sais pas, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense pas que Internet menace réellement la télé. Je pense que ça va juste coexister pendant encore, je sais pas, quelques dizaines d'années. Après, derrière, je sais pas. Juste pour compléter, tu voulais dire un truc? Ouais, après tu peux passer du coup le micro à mademoiselle. Ce que j'allais dire par rapport à ça, en fait, pour compléter, en fait, les gros canaux comme ça, bah, ça reste, parce que si tu regardes bien, même si tu as un truc qui devient plus cool après, mais si tu regardes dans l'échelle, on va dire 20e siècle, 21, tu vois,
t'avais les papiers, tu vois, le journal, c'est encore là. Il y a encore Libération, Le Monde, je sais pas quoi, même s'ils sont là en train de crever la bouche ouverte, ils sont rachetés par des milliardaires ou des oligarques, mais ils sont encore là, tu vois. Et pareil pour la radio. Aujourd'hui, à la radio, t'as encore Europe 1, t'as encore France Inter, tout le monde est encore là, même si c'est moins hypé qu'avant. C'est plus le truc moteur, mais c'est encore là, tu vois. Et c'est la même chose pour la télé, en fait. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, tu vas voir la télé, ça va toujours rester là. Sauf que dans 15 ans, 20 ans, la télé, ça sera au niveau de la radio, tu vois. Parce que là, dans 15 ans, 20 ans, tu auras, je sais pas qui, Optimus ou le robot, ou je sais pas quel n'importe quel robot, qui va te ramener une nouvelle méta, avec l'IA et tout ça. Mais la télé, ce sera toujours là. Mais ce sera au rang de radio, au rang de journal, au rang de tout ce qui est devenu plus vieux, comme le fax ou quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà. Bonsoir déjà, merci beaucoup, c'est trop intéressant. Je voulais revenir sur la partie un petit peu, quand on parlait de Twitch, vraiment la plateforme Twitch, et on parlait du fait à quel point c'est compliqué de percer sur cette plateforme. Et c'est vrai que les personnes les plus connues, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, souvent, comme tu l'as dit, ils avaient une communauté très grosse sur un autre réseau. Et c'était beaucoup plus simple de faire la transition sur Twitch, même si tu as pu dire que dans ton cas, ça a été quand même complexe malgré ta communauté sur YouTube. Et du coup, je voulais savoir si toi, en tant que streamer, tu avais des conseils pour les personnes qui n'ont pas du tout, voire une très petite commu, et qui du coup ne peuvent pas faire ce transfert que toi tu as fait. Comment on peut se démarquer? Parce que parfois, tu as parlé de la passion et tout, c'est super important. Et même parfois, tu as le matériel et tout, mais c'est tellement compliqué de passer juste à 5 viewers sur Twitch. J'avais vu une stat comme quoi, quand tu as 5 viewers sur Twitch, c'est dans les 5% les plus regardés du monde. C'est abusé. Du coup, si toi, tu avais des conseils sur ça, sur même quand tu n'as pas de commune de base ou une très petite, comment se démarquer, tu vois? Pour moi, le plus simple, ce serait que je sais pas si c'est pour toi, mais en tout cas pour les gens qui souhaitent avoir une audience, je pense que c'est de continuer de streamer sur Twitch et de faire des clips, des moments drôles, cocasses, intéressants de tes lives, et les poster ailleurs. Instagram, TikTok. En fait, faut profiter de la méta contenu court, parce que c'est vrai que 1 million sur Insta, sur TikTok, ça a moins de valeur, entre guillemets, que 1 million sur YouTube ou sur Twitch, mais ça reste quand même des gens qui ont regardé. Donc après, il faut juste trouver le moyen d'être assez attractif pour les driver derrière sur Twitch. Donc je dirais que c'est ça, moi, le conseil que je te donnerais, c'est de continuer, en fait, de streamer sur Twitch. Et aussi la remise en question, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui streament ou qui font des vidéos pendant, je sais pas, 10 ans, et ça marche pas. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être aussi parce que le contenu, il est pas assez intéressant. Non, mais c'est dur, hein, mais c'est vrai. Donc, c'est important aussi de se remettre en question, de voir s'il y a un truc qui va pas, de tester des choses. Moi-même, tu vois, j'ai testé plein de contenus sur mes chaînes. J'ai fait des docus, j'ai fait des vlogs, des vidéos qui traitent uniquement de la photo. J'ai fait plein de trucs différents. Et en fait, tu vas forcément voir qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui marche mieux que l'autre. Et une fois que tu as trouvé ce truc-là, garde-le. Et ensuite, derrière, quand tu auras ta commu, tu continueras à faire les autres choses, tu vois. Mais il faut que tu aimes cette chose-là dont je te parle. Donc voilà, et puis après, faut pas lâcher, quoi. Moi, c'est ça mon conseil préféré, c'est de pas lâcher. Et si tu crois vraiment que ton contenu il est bien, bah continue et voilà, mets-le sur d'autres plateformes et tu verras. Pertinent. Moi, je me demande si aujourd'hui tu dois pas streamer comme Emily 3 ans de suite non-stop, tu vois, genre en mode tu stream ouais, non-stop, en mode mais tu lâches rien, tu vois. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Non, je pense pas. Pour moi, c'est à perte de faire ça. Ah ouais? Bah ouais, c'est à perte en fait, parce que tu perds ton espérance de vie, tu perds dans tes relations amicales, sociales, peu importe. Et puis t'as une santé, mais une hygiène de vie, mais désastreuse. Toute la journée, t'es assis devant un ordi, non-stop. Ouais, mais tous les streamers qui ont percé, c'est ça qu'ils font, frère. Attends, mais quand tu dis H24, tu parles vraiment de la fille là qui a stream pendant 2 ans d'affilée? Ouais, elle a stream genre... Ouais, non, elle, c'est trop. Full, tu vois. Mais par exemple, je te donne un exemple concret. Kameto. Kameto, frère, il stream 12 heures par jour.
Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vrai, mais moi, je suis pas sûr que ce soit parce qu'il stream 12 heures par jour qu'il est une commu. Il y en a plein des gens qui streament très longtemps et qui ont aucun buzz. C'est le contenu qui est intéressant. En fait, le plus important, quoi que vous fassiez, c'est le contenu. S'il est intéressant, tôt ou tard, ça finira par prendre, je pense. Contenu ou personnalité? En fait, ça dépend. Moi, dans mon cas, je pense que c'est les deux. Ouais, bon. Toi, t'as fait le Ouais, double 6, tu vois? Mais sinon... Ouais, contenu ou personnalité, moi je pense que ça dépend de vos objectifs. Si à la fin vous souhaitez, pérenniser et faire de l'argent entre guillemets sur vous, c'est mieux de mettre sa personnalité en avant. Mais si par contre vous souhaitez mettre le contenu en avant, c'est bien aussi, mais je sais pas, il y a quoi comme exemple par exemple où c'est des gens qui mettent le contenu. Par exemple, un exemple tout bête, Hugo Décrypte. Lui, c'est son contenu qui est intéressant. Mais sa chaîne, elle reste Hugo Décrypte. Tu vois, ça s'appelle pas News Décrypte YouTube, je sais pas quoi. Donc pour moi, c'est important, en fait, quand tu fais du contenu, d'y mettre un peu de ta personne, parce que c'est ça qui permet aux gens de s'identifier derrière. Ouais. S'il y a que le contenu, même si le contenu, c'est le plus intéressant du monde, les gens... En fait, voilà, regardez. Les vidéos, il n'y a pas une personne dans la salle là qui a jamais regardé ces vidéos. C'est les vidéos review. Genre les gens qui testent des téléphones là. Vous vous souvenez de leur tête en vrai? C'est rare, hein. À part si vous êtes des geeks et que vous adorez la tech et que vous regardez tout le temps les mêmes chaînes. Mais en réalité, les gens, ils vont taper iPhone 16 ou Samsung Galaxy, peu importe, review. Ils vont regarder la vidéo pour le contenu et ils se barrent en fait. Mais derrière, ces gars-là, et j'en connais, j'ai plein d'amis youtubeurs tech par exemple, qui me disent que c'est dur en fait de passer, de transgresser entre guillemets le contenu. Parce que les gens, ils les regardent que pour les tests. Et donc derrière, c'est dur en fait de faire de l'argent entre guillemets sur eux en fait. Ouais, c'est intéressant. T'as un youtubeur renois qui est super connu. Brandon justement. Le Proctor ou, Celui qui a fait les visites avec MKBHD peut-être. Voilà, c'est lui. Voilà, lui, c'est un cas d'exception parce que il met que sa personnalité quand même dans ses vidéos. Okay. Sa façon de parler, il est drôle en fait. En fait, il est un peu drôle sans vouloir être drôle. Et puis il se démarque aussi par la qualité du contenu. Ce mec, je pense que c'est un des gars sur YouTube, c'est tellement overkill. Il filme avec des caméras cinéma pour YouTube. Alors que c'est compressé, tu vois. Peu importe la qualité que tu mets, au bout d'un moment, c'est compressé. Mais il filme avec des caméras de fou malade, des trucs qui coûtent 15-20K, voire plus avec les objectifs. Et aussi, il se démarque un peu grâce à ça quand même, parce que la qualité de ses productions, elle met à l'amende n'importe qui, en fait, sur YouTube. Et puis, il y a sa personnalité derrière aussi qui... Moi, personnellement, je le suis, non seulement pour la pertinence de ses contenus, mais aussi pour lui. Ok. En vrai. Il y a un peu le côté... En vrai, je suis content que ce soit un noir. En vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans la tech, mais c'est un des plus gros créateurs de contenu au monde. La vie, genre, t'as pas le mec. Faut que tu nous... Putain, je mets un minuteur, parce que sinon, pour pas qu'on te dépasse trop. Et 30 minutes. C'est-à-dire qu'après, vas-y, question. Mais après, on verra... croustillant là, les OP là, OP, collab, la créativité évidemment, photographie, tout ça. Et putain, j'ai un truc que je voulais dire, j'ai oublié. Je me rappellerai juste après. Ça marche. La mode peut-être. La mode aussi, mais il y avait un autre bail que... Je suis un giga. Ok. Moi c'est Fakir, bonsoir à tous. Déjà merci à Pop d'être là ce soir, ça fait plaisir. J'ai une question en deux temps, et ça va complètement rebondir sur ce qu'on vient de dire là. C'est... Parce que moi, tu me connais, donc tu sais que j'ai suivi depuis le début. Là, on parle de la streameuse qui a streamé 2 ans. Toi, quand tu étais dans ton grind, dans quelle mesure tu n'étais pas finalement peut-être esclave de la plateforme à te dire il faut que je sois là 3-4 fois par jour? Tu parlais du fait que tu conseillais aux gens de ne pas passer trop de temps devant leurs écrans, mais est-ce que les créateurs de contenu eux-mêmes, ils ne sont pas dans ce piège-là de il faut que je poste tous les jours sur Insta, tous les 2 jours sur YouTube, que je stream tous les jours, sinon les gens ne vont pas me suivre, tu vois. Est-ce que toi, t'as ressenti ça? Et voilà. Honnêtement, clairement, oui. Mais bien sûr. De toute façon, on est tous esclaves de quelque chose, quoi qu'il arrive. Moi, en vrai, je suis esclave de quoi aujourd'hui? Je suis esclave d'Insta, ça c'est clair. Je poste tous les jours. Je poste tous les jours parce que entre guillemets, c'est l'algo en fait qui me pousse à faire ça. Twitch, tu vois, paradoxalement,
je dirais que c'est le réseau social où j'ai le moins de stress. Genre, je pourrais ne pas stream pendant 2 mois. Je sais que quand je vais lancer mon live, les gars, ils seront là. Parce que, entre guillemets, les gens qui me suivent sur Twitch, comme je disais tout à l'heure, c'est les gens qui m'aiment vraiment, qui aiment vraiment mon contenu. Donc peu importe, ils seront quand même là. Par contre, Insta, tu peux te faire shadowban rapidement. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Des phases où je suis pas actif sur Insta. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil, les gars. Un très bon conseil, vraiment. J'ai rencontré Instagram il y a 3 semaines et je leur ai posé toutes les questions du monde par rapport à l'algo. Donc, je vais vous donner les infos que j'ai eues. Alors. Il faut que je mette un tag EDC là. Let's go. Ouais, non, on clip ça, on vrai, récupère tout là, frérot. En vrai, je comptais en faire un Reels, mais c'est pas grave, je vous le dis en vrai. Voilà, donne-le-moi. Ouais, bah non, bah je te le donne là, je te le donne en vrai. Je rigole, frérot. Vous savez que sur Insta, il y a plusieurs types de contenus qu'on peut poster. Il y a les Reels, il y a les carousels, il y a les posts, il y a les stories et il y a les lives. Dans l'ordre, le contenu qui est le plus poussé par Instagram, par l'algorithme, à l'heure où je parle, c'est les Reels. Je pense que vous le savez, c'est évident. Donc, c'est ce sur quoi, en fait, il faut être le plus régulier. Donc, par régulier, j'entends pas forcément tous les jours. Hein. Ça dépend de vous. Moi, tous les jours, parce que ça marche pour moi. Mais il y en a pour qui ça va être 1 fois par semaine. Il y en a pour qui ça va être 2 fois par semaine. Mais en fait, il faut, entre guillemets, faire comprendre à l'algo que tu es régulier dans tes Reels et que tu arrives à générer de l'engagement. Par engagement, le plus important de ce qu'on m'a dit, c'était les partages. C'était les partages. Les partages et les enregistrements. C'est le plus important. Donc, essayez dans votre contenu déjà de poser des questions dans la description, là, quand vous postez un Reels, pour pousser les gens à commenter. Et aussi d'envoyer du contenu qui donne envie d'être partagé. Par exemple, ça peut être des conseils. On aime bien partager des conseils à ses amis ou à ses proches. Et les vidéos comme ça, moi j'ai remarqué que c'est celles qui sont les plus partagées. Quand je donne des conseils, par exemple, pour prendre l'avion, ce genre de trucs, waouh, c'est incroyable. Donc top 1 Reels, top 2, vous allez être étonné, hein, mais c'est les carousels. Parce que aujourd'hui, Insta sont en train de mettre en fait les carousels dans l'onglet Reels. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des posts avec des photos où faut swipe, un peu comme sur TikTok. Et bien là en ce moment en fait ils sont en train de pousser ça, donc ne postez plus jamais je pense de photos genre une seule photo, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la photo elle sera pas poussée dans l'algo. Ce qui va être poussé dans l'algo c'est les carousels avec musique, parce que ça va être dans l'onglet Reels et du coup il y a plus de chances d'être découvert par les gens qui ne suivent pas. Ensuite en troisième, ce qu'on m'avait dit, bah déjà c'est les deux choses les plus importantes. Reels, carousel, être régulier, utiliser les petites fonctions là, par exemple mettre une musique, mettre là où ça a été pris, écrire une description, tout ça là c'est grave important. Et pour les stories, vous avez sans doute remarqué que plus vous postez de stories, moins il y a de vues. Moi le premier, je me dis mais putain comment ça se fait que ma première story elle est bien vue et genre la 10e, il y a 10 fois moins de gens. En fait parce que Insta, bah ils sont pas trop dans les stories en vrai. Moi, ce qu'on m'a conseillé, c'est de poster 3-4 stories max par jour, pas plus. Après, si vous avez un truc ultra intéressant à partager, partagez-le hein, en soi. Mais pas plus. C'est pas rentable. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, parfois au lieu de faire des stories où vous racontez votre vie, faites un Reels. Genre filmez-le comme c'était une story, mais postez-le en Reels. Vous allez voir, c'est bien plus rentable. Moi, je le fais tout le temps maintenant. Parfois, je veux faire des stories, je me dis mais attends, mais ça, je poste en Reels. Je me lève le lendemain 500K, 600K. Alors que ça allait être une story, genre. Une story que juste les gens de ma commu allaient voir. Et ça allait rien me rapporter, entre guillemets. Alors que les Reels, c'est vraiment la méta Reels carousel. Ouais, de ouf. De toute façon, t'avais donné un peu déjà cette méthode, carrément. Ouais. Il y a quelques mois. Je l'ai Carrément, moi, j'ai expérimenté. utilisé, frérot, je vais pas te mentir. Hein. Mais c'est ça qu'il Elles faut. sont Amine, elles sont Anto, on est dessus. Hein. Voilà, ça marche grâce à ça, hein, frérot, je vais pas te mentir. Ouais. Tu vois, donc fort à noter. Très important. Et il faut que le contenu soit intéressant, encore une fois. La base. Sinon, ça va pas marcher. La base. On revient aux questions après. Bon, les collabs et les OP, t'es comment là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment ça se passe? Ouais. C'est quoi les tals? Ouais. Tu vois, tu nous donnes un peu ton expérience par rapport à ça, parce que ça peut être intéressant pour nous tous ici, tu vois. Alors déjà, je pense, je vais vous parler de ma toute première expérience quand j'ai fait une OP. Je crois que j'avais 21 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7-8 ans à peu près. J'étais choqué. J'étais choqué en fait.
je savais pas que c'était possible de gagner autant d'argent en faisant aussi peu d'efforts. En C'est fait, sur ta première. ouais, Enfin, dans les premières, c'était quoi. quand même beaucoup pour moi, Ouais, tu ouais. vois. C'était 1 000 €, je crois. Ok. 1 000 €, j'avais 21 ans, j'étais sous bourse, échelon max. Et là, on me dit, oui, bonjour, un mail où il me propose de faire une intégration sur YouTube de 90 secondes, c'est toujours ça, dans le premier tiers de la vidéo, où je parle d'une application, et il me paye 1 000 €. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, mais attends, mais c'est quoi cette blague-là? Et je dois dire, je présente une appli pendant quelques secondes et je gagne 1 000 € là. Et que ça m'avait choqué en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, le monde il tourne pas rond en vrai, c'est triste. Mais je vais profiter de la méta. Non mais c'est vrai. Non mais oui, non mais c'est vrai, je reste. T'as raison, bah oui, je reste réaliste. Oui. Et du coup, c'est ce jour-là où je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et petit à petit, ça a monté. Et c'est super. Après le monde ne tourne pas rond. Tu connais, ils te payent 1 000 €, mais ils prennent, derrière ce qu'ils prennent, Voilà, c'est ça. ils se mettent bien. Ils se mettent Tu vois. bien, mais en fait, tu te rends pas compte. Quand t'es aussi jeune, tu te rends pas compte qu'en fait, même si ça te demande pas tant d'efforts que ça, en réalité, si tu pondères le tout, c'est des années de charbon. Ou alors des mois et des mois à monter des vidéos sans qu'il y ait aucun résultat. Et c'est là, d'un coup, pouf, ça monte. Et aussi, forcément, les gens qui te suivent, il suffit qu'il y ait, 200 personnes qui achètent. Enfin, même pas, je vais pas parler en nombre. Peut-être 1% peut-être des gens qui regardent qui achètent. Et ils sont en bénéf déjà, ceux qui ont payé, tu vois. Donc c'est comme ça que ça marche. Et je vous assure que c'est... Moi, jusqu'à aujourd'hui, pour revenir à une question de tout à l'heure, comment on fait pour rester naturel et tout, moi, jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça incroyable, en fait. Je me dis, mais c'est... Je réalise pas. Je te jure, jusqu'à aujourd'hui, comment c'est possible, en fait. Comment tu gagnes ton oseille avec les plateformes et tout? Tu vois que YouTube et Twitch, même Insta aussi d'ailleurs. Genre, ouais. Il y a plusieurs... par quel canal tu prends ton oseille? Oui. Et comment ça se passe aussi, tu vois? Il y a plusieurs canaux. Déjà, il y a les pubs qui me font gagner de l'argent. Twitch, ouf, je vous le dis, c'est incroyable. Ouais, Twitch, c'est une dinguerie. Ouais, purée. Quelle grâce, vraiment. Merci, Jeff Bezos. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie, Twitch. Les pubs de Twitch, je pense que c'est le truc le plus bénéf du monde. Donc voilà, je prends de l'argent grâce aux pubs de Twitch. Il y a les pubs de YouTube, parce que mine de rien, je continue quand même de faire des petits best-of de mes lives sur YouTube. Mais je prends pas énormément sur YouTube. Je prends quelques centaines d'euros par mois. Mais c'est déjà ça, tu vois. Moi, je garde grave les pieds sur terre. Même, je vous jure, même si c'est 200 €, je suis content. Parce que c'est 200 en moins dans mon loyer. Ou c'est 200 que je peux donner à ma mère. Ou ça reste beaucoup, en fait. Donc voilà, il y a les pubs. Il y a les OP, qui est le gros de ce que je fais. Il y a quoi d'autre? Attends, il y a les pubs, il y a les OP, il y a les subs, bien évidemment, le soutien que m'envoient les gens de la communauté sur Twitch. D'ailleurs, merci à eux, sincèrement. S'il y en a ici, merci. Et il y a les projets entrepreneuriaux, je crois, que tu peux pas m'aider. Moi-même, je t'ai perdu, là, frérot. Là, j'étais en train de faire des maths dans ma tête. Non, entrepreneuriaux, je crois, ouais. Les Si projets je dis pas de bêtises. d'entrepreneurs. Voilà. Qui, ça Je crois que aussi... c'est projets entrepreneuriaux, je crois. Mais... Ouais, je crois, c'est ça. Qui, ça aussi, rapporte de l'argent. Donc, en fait, il y a plein de canaux différents. Et le défi, en fait, pour un créateur de contenu, c'est de se libérer, en tout cas pour moi, c'est de me libérer de l'argent des OP et des pubs. Pourquoi? Parce que sinon, je vais continuer de rester esclave de ces plateformes. Je suis totalement d'accord. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important de... Bon, j'ai la chance, là, de pouvoir générer de l'argent comme ça. Mais là, le step que je dois être capable ou que je dois réussir, et que je vais réussir, Inch'Allah, parce que, voilà, c'est de pouvoir générer suffisamment d'argent juste à travers mes propres projets à moi, tu vois. Plus être dépendant de quoi que ce soit. Plus être dépendant d'Insta, plus être dépendant de Twitch, parce qu'on sait jamais. Imagine, dans 1 an ou 2 ans, il y a une guerre, genre. Et, je sais pas, moi, Twitch, Amazon fait faillite. Ou, enfin, j'en sais rien, en fait, on sait jamais dans la vie. Donc, c'est important pour nous de penser à l'après avant même que ça arrive.
pour être resté prêt. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie, en fait. Quand j'étais étudiant, je pensais déjà après. Quand je travaillais, je pensais déjà après. Et là, je pense déjà après aussi parce que, en fait, il faut prendre la vague avant qu'elle arrive, tu vois. Il faut que je sois prêt déjà. Que je sois déjà sur la planche et que j'attende. Et là, je suis en train de me mettre sur la planche et tout, comme il faut. C'est ultra intéressant. On va parler après de tout le côté entrepreneurial que tu as. Mais je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que tu peux faire un bon modèle. Genre, un Kai, là, bah après, il est au summum de la montagne, donc il fait ce qu'il veut. Mais j'ai l'impression qu'il arrive à bien gérer son truc de pas être trop un crevard des pubs et prendre quand même des tales sur des sponsors ou des trucs comme ça et tout. Tu vois, je pense que ça, c'est une bonne méta pour toi pour faire une bonne balance business. Tu vois, parce que les projets entrepreneuriaux, j'espère que c'est ça du coup. Et voilà, il n'y a pas ChatGPT, on n'est pas bon là. Mais tu vois, c'est pas grave, si tu te trompes, ça fera des commentaires. Merci. Voilà, ça c'est un expert des réseaux sociaux. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette balance-là, elle peut être pas mal à gérer, tu vois, mais il faut quand même être au top. Après, je pense que tu as de l'argent, je sais que on a mentionné la mode, tu as de l'argent des campagnes à prendre aussi, tu vois, où ça ramasse aussi pas mal. Ouais, évidemment. Il y a 1 milliard de canaux possibles. Et c'est vrai que, comme tu dis, avoir cet équilibre, c'est génial. Et là, aujourd'hui, moi, je suis trop heureux, en fait, que ça se passe comme ça. Mais je me dis que faut faire gaffe quand même. On sait jamais. On sait jamais. Faut toujours rester lucide. Peu importe t'es à quel niveau. On en a déjà vu des créateurs de contenu qui sont au top. Et 1 an plus tard, il n'y a plus rien parce que soit il y a des scandales, soit ils n'ont plus envie, soit ils ont un enfant, soit tu vois, il y a tellement de raisons en fait. Donc moi je préfère juste en fait assurer mes arrières quoi qu'il en soit et de continuer de faire mon contenu parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Et je suis content aussi de collaborer qu'avec des marques qui me font trop kiffer en fait. Quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire ou que j'aime pas ou que j'ai pas envie de faire, dont j'ai pas envie de faire la promotion parce que j'estime que ça peut être néfaste pour les gens, bah je le fais pas. Et ça c'est une chance de pouvoir choisir. J'ai capté. C'est un militant là. Ouais non mais c'est vrai. Mais t'as raison frérot, tu vois. Après si tu connais, tu pactes. Là, voilà, mais... J'ai pacté, mais avec Dieu, c'est... Ah, c'est bon. Ah, on reconnaît le 667, là, hein. L'affiliation. Là, c'est normal. Ouais, l'affiliation est bonne. Tu peux déclarer une OP genre aujourd'hui, un Papsan qui a bien percé comme ça, Papsan qui a blow up, là. C'est quoi une OP aujourd'hui? Ça dépend de la plateforme. Mais... ça, je peux le dire. Sans te coincer. Mais je préférais que ça soit pas sur Internet. Parce que les gens, c'est trop des rageux. Non, c'est vrai, on sait jamais. On coupera. Ouais, on sait jamais. Donc, coupez vos téléphones, s'il vous plaît. Non, je rigole. Non, en vrai, de toute façon, c'est pas vraiment un secret, mais... C'est entre... pour aller une OP sur Twitch, c'est entre... et euros. Ça dépend de ce que je dois faire, en fait. Ça dépend des livrables, comme on dit. Et pour Instagram, c'est entre 1000 et 1000, un truc comme ça. Donc voilà. Donc t'imagines, c'est beaucoup. C'est énorme. Merci pour la transparence. Ça, c'est fort. Ah, de rien. Du coup, on coupera. Elle, j'étais en Sherman, là. J'ai cherché les infos. Ouais, ah ouais. C'est un ops, lui, en fait. Let's go. Non, on est ensemble, frérot. Non, je rigole. Non, mais en vrai, moi, je parle beaucoup d'argent. Mais je me suis permis parce que c'est toi qui l'as dit, frérot. Hein, sinon... Ouais, non, je sais. Ah oui, frérot, j'ai pré-shot. Hein. J'ai regardé d'abord. Hein. Ouais. C'est toi qui as dit que tu parles d'argent. Mais par contre, les marques, si jamais il y a des marques ici, là, sachez que les prix d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes demain. Je rigole. Non, rigole pas. Moi, je veux que tu gagnes de l'argent, frérot. C'est-à-dire que maintenant... Non, mais je plaisante un peu en vrai, mais c'est la vérité. Ça évolue énormément. Frère, faut manger. Bon. Ça évolue de fou. Donc ouais, c'est un peu ça. Ouais. Fort. Est-ce que tu peux nous parler de l'arc Apple? Tu en as parlé tout à l'heure, on a parlé en mode oui. En débat comme ça, en rapide. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus sans aller trop dans les détails pour pas que ça dure trop longtemps et tout, tu vois? Mais
Est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience? Parce que c'est quand même une expérience de fou, tu vois. Genre aller à un keynote, flight et tout, c'est une dinguerie de fou, tu vois. C'est exceptionnel, ouais. En fait, j'y croyais même pas. J'y croyais pas parce que je suis pas youtubeur tech et pourtant j'ai été invité. Et je vous assure, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même moi je me rendais pas compte, mais on était peut-être 8 Français, un truc comme ça, dont 6 journalistes. Ouais, il y avait pas vraiment de créateur de contenu, il y en avait un, mais il est vraiment affilié à Apple. Et son contenu tourne énormément autour d'Apple. Et je me suis retrouvé là. Je me suis dit, waouh, mais j'ai vraiment une bonne étoile en fait. Parce que à chaque fois que je veux un truc, d'une manière ou d'une autre, Dieu merci, j'arrive à l'avoir, même, sans même trop faire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, comment ça s'est fait avec Apple en vrai? C'est que j'avais été invité à une exposition photo. Et en fait, je pense que c'est parce que je suis poli, hein. Mais c'est bête, hein, mais je te jure. Parce qu'en fait, je parlais un peu avec tout le monde. Et à un moment, j'ai parlé avec une dame. Et j'ai été poli, respectueux, comme d'hab, en fait. Et en fait, il s'avérait que c'était une personne importante qui a le pouvoir de faire ce genre de choses. Et du coup, on est resté en contact. J'ai été invité à d'autres événements. On m'a fait tester des téléphones et compagnie. Et genre, ouais, 2-3 semaines avant, on m'appelle et on me dit oui, bonjour, est-ce que tu es disponible début septembre? J'ai dit ouais. Et en fait, oui, on aimerait t'envoyer à Cupertino. J'ai dit quoi? Non, c'est une blague. Et alors, j'étais choqué. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé toute ma famille. J'en revenais pas. Mais jusqu'à présent, j'en reviens pas. Et une fois que j'étais là-bas, ouais, on dirait Disneyland pour les adultes. Je sais pas comment dire. C'est dans une ville, il n'y a rien par contre, hein. C'est des villes, on dirait il n'y a que des entreprises. Mais c'est pas des entreprises comme on entend ou comme on voit ici. C'est genre, on dirait... Enfin, ça me ferait plutôt penser à une université en fait. Ouais, Genre, c'est un immense campus où il y a tout à l'intérieur. Tu peux manger, tu peux faire du sport, tu peux dormir, tu peux tout faire. Et c'est là-bas en fait que les gens travaillent. Et ouais, ça m'a fait... c'était dingue de voir ça. Et là-bas, j'ai rencontré MKBHD, le youtubeur tech dont on parlait tout à l'heure. J'ai rencontré des mecs dont je regarde les vidéos depuis que je suis petit, où ils testent des téléphones et tout. Et j'étais fier... Ouais, j'étais fier d'être là et de me dire que même les plus gros créateurs de contenu en France, ils n'ont pas été, tu vois. Mais moi, j'ai été. Et ça, je trouve ça génial. Je suis vraiment content. Donc, merci à eux. Non, mais c'est fort parce que c'est intéressant de se dire, tu as un mélange de ce que tu proposes en termes de contenu, mais c'est aussi l'humain, et que tu es parti à l'événement et que tu as connecté avec des gens et tout ça, tu vois, qui au final jouent. Pour ceux qui, parfois, on peut se dire, c'est que les méchants qui percent et tout, non, même si c'est en mode manichéen et tout. Malgré tout, toi, ça a joué en ta faveur d'être quelqu'un de bien, tu vois. Donc, c'est intéressant de voir ça. Je voulais parler de photos un petit peu et de tout ce qui est photo et tous tes projets en mode grand patron. Qu'est-ce qui te pousse à faire ces projets-là? Genre, tu sais, j'étais venu à ton expo de livres, ce que tu fais quand tu as ramené la photo dans tes streams. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton moteur là-dessus? Et tu vas aller où avec tout ça, tu vois? Alors, comme dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce qui me pousse, c'est ma passion. En fait, j'aime trop faire des photos. C'est bête, hein, c'est peut-être juste une boîte sur laquelle t'appuies et ça immortalise un moment, mais je sais pas, ça me procure un sentiment de bien-être. Je pense qu'il y a rien d'autre en fait qui me fait autant de bien là dans ma vie. De me balader, de faire des photos, de parler aux gens. Genre, j'adore ça et donc naturellement, c'est venu dans mes streams. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à percer, entre guillemets, parce que ma manière d'aborder la photo, elle est très, très humaine. J'aime bien parler aux gens que je prends en photo. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ambitionne par rapport à la photographie? En vrai, c'est de devenir un boss de la photo. C'est-à-dire, mais ça, c'est dur. Là, je suis confronté à autre chose que j'avais pas vu venir. C'est que les gens mettent les gens dans des boîtes. Et là, moi, aujourd'hui, je suis dans la boîte du créateur de contenu. Et du coup, c'est difficile de s'émanciper de ça et d'être vu comme un photographe à part entière.
Mais je vois que c'est en train de changer, je commence à avoir des contacts avec des marques que j'affectionne particulièrement, à me rapprocher de certaines communautés aussi qui sont essentiellement basées sur la photo. Mais c'est dur en fait de faire comprendre aux gens en fait qu'on peut être bon ou intéressé en tout cas à 2 domaines différents, tu vois. Et ça, ouais, c'est un peu le truc auquel je fais face aujourd'hui. Mais paradoxalement, le fait d'être créateur de contenu et d'avoir une force sur les réseaux sociaux, ça m'aide à pousser mon travail plus facilement que n'importe qui. Donc voilà. En fait, ben, j'ai deux choses, je rebondis sur 2 choses. Quand moi je voyais tes photos et tout en stream, et je me suis dit t'étais le renouveau du street style un petit peu. En tout cas, moi je le voyais un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire. Genre le street style à l'ancienne où c'était Fashion Week, blablabla, tu vois, ou même dans la rue, tu vois. Toi tu l'as remis au goût du jour en stream direct, tu vois, avec les personnes, etc. Un peu comme Galerie Maurice qui fait, tu vois, genre... j'ai oublié son Insta, je suis un ouf. Mais bon, Maurice, le mec qui fait les vidéos avec des feats et tout, Ouais. tu vois, ça c'était le renouveau du street style. Mais toi, t'avais un peu cette DA-là, mais dans le stream, tu vois. Et après, ça va dépendre de quel type de photographie tu veux faire, dans quel milieu, etc., tu vois. Mais tous ces trucs-là, je capte totalement ce que tu veux dire. Et ça, c'est un truc de mathématique de positionnement, tu vois, qui est vachement relou. Mais ça fait partie du game de fou. Ouais, c'est ça. On peut pas y échapper, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, si tu veux... Bah, après, moi, je vais te parler de ce que je connais un peu plus, la mode et tout. T'es obligé de... Si tu veux percer dans la mode en mode photo, faut que tu rentres dans une porte qui te link avec ce milieu-là, tu vois. C'est comme si demain, tu faisais un shoot avec, je sais pas moi, avec Dazed, et tu fais un shooting avec un projet particulier. Là, dès que tu fais ça, bam, t'as un tampon. Tu vois, et les gens ils commencent à te voir différemment. Ouais, ah ouais, ok, vrai. d'accord, la suit, il peut faire un shoot fashion, truc comme ça. Ou toi-même dans tes contenus personnels, t'envoies des photos où c'est en mode cette DA-là, c'est une DA plus mode, minimaliste, etc., qui plaît à un certain type d'éditeur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça, bien sûr. ouais, donc c'est vraiment ça. Toi, tu sais que c'est quoi comme type de photo que tu t'aimerais aller, toi? Moi, c'est plus de l'art. Ok. Ce que j'ai envie de faire avec la photo, c'est pas nécessairement travailler avec des marques pour faire des photos pour eux. Bien sûr. Même si je serais capable de le faire, je l'ai déjà fait et ça me plaît. Mais mon rêve, c'est vraiment d'exposer dans des galeries d'art, de pouvoir vendre mes photos à des collectionneurs ou à des personnes qui s'intéressent en tout cas sérieusement à la photo. Et voilà, moi, c'est plus le côté artistique qui me plaît dans la photo, plus que le côté lucratif. Ouais, je vois très bien. Mm. Heureusement que tu fais des tales en créateur de contenu, parce que Ouais. ce type de positionnement en photo, c'est archi dur de faire de l'argent. C'est super dur, ouais, je Mm. sais. C'est, je pense, peut-être plus dur qu'être créateur de contenu, je sais pas, mais c'est super dur. Mais j'y crois. Ouais. Et jusqu'à présent, j'ai réussi ce que je voulais. Donc, je le dis en live, hein. Dans 10 ans max, ça sera bon. Parce que ça prend du temps, la photo. C'est pas genre 2-3 ans. Non, ça prend du temps. Il faut énormément de bagages, d'expérience, de relations. Mais j'aimerais bien, ouais, à 40 ans, donc dans 10 ans à peu près, ouais, être un boss de la photo, ça me ferait rêver, ça. J'aime bien. Ouais. De toute façon, on a la vidéo là. Ouais, on Ça, verra. Dans Pape, 10 ans, on ressort. pape du futur, j'espère que Let's go. t'as eu raison. En mode Heroes. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? La fashion, j'ai vu, t'as fait comment tu le brandes? C'est une marque, Synasty ou... Oui. Ouais, t'as fait Synasty. C'est quoi ton rapport avec la mode en termes général? J'ai vu que tu étais invité au défilé Kenzo, que t'as ton petit style, les pantalons XXL, tu connais, le style béret et tout, tu vois, t'as un délire. C'est quoi ton rapport avec la mode? Alors là, je vais en décevoir beaucoup, hein, je pense. Hein. Mais je ne m'estime pas être un fan de mode. C'est vrai ce que je dis. Hein. Parce que je côtoie des gens qui adorent la mode. Mais je suis pas comme eux. Eux, ils suivent vraiment ce qui se passe. Ils vont toujours essayer de dénicher des nouvelles pièces, regarder sur Vinted ou sur des sites, chercher des marques niches, etc. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'aime juste être bien habillé et me trouver beau. Parce que ça me procure une plus grande confiance en moi et ça me permet derrière de réaliser
ou d'atteindre des sommets que j'aurais peut-être pas réussi à atteindre. Je sais pas, ça m'aide en fait. C'est un peu comme une armure. Non, pas une armure, plus une arme. Ok. Ouais, ça me protège pas, mais ça me donne plus de force en fait. Donc mon rapport à la mode, c'est un peu ça. Après, j'aime bien les beaux habits hein, quand même, je vais pas dire l'inverse. Mais si on regarde dans mon budget mensuel, là où je mets le plus d'argent, c'est pas dans les habits. C'est dans la tech, je pense. Dans la tech. Mais ça me plaît quand même. Mais en fait, j'ai pas envie d'être celui qui, entre guillemets, s'approprie ou fait semblant d'aimer quelque chose ou d'adorer quelque chose, parce que j'aime quand même, mais qui fait semblant d'adorer quelque chose alors que au final, c'est pas vrai en toi, tu vois. Moi, je préfère rester transparent. J'aime être bien habillé, j'aime les beaux habits. Je suis le plus heureux du monde quand je vais à des défilés, notamment Kenzo. J'étais comme un fou. J'étais trop content parce que j'adore cette marque. Mais je m'estime pas être dans le top 10% des fans de mode. Ouais, moi, ce que je préfère dans la vie et dans les gens qui font des trucs, c'est la sincérité, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, je peux préférer quelqu'un qui est moins deep dans la fashion, mais qui est full dans son délire, tu vois. Et c'est pour ça que là, j'avais fait une vidéo sur Kendrick et tout, tu vois. Et je l'avais comparé à A$AP Rocky. Non pas qu'A$AP Rocky, il est plus chaud que A$AP Rocky en mode fashion, mais c'est juste que lui, il apporte un truc où il aime bien, mais c'est pas un die-hard de la fashion, et il ramène quelque chose à lui. Ces trucs à la Compton et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et Je vois. Moi, j'aime bien ce truc-là, ou t'as un Kai Cenat ou des gens comme ça, où ils ont pas une fibre fashion de ouf, mais ils ont un petit délire. Voilà, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais. Et je trouve ça c'est fort. Et ouais, encore une fois, tu connais quand tu connectes avec la mode, tu peux faire des bons ponts. Tu peux. Ouais, regarde A$AP Rocky. Le mec, il sort plus de musique, il se met bien de fou. Hein, ouais, c'est vrai. Donc, ce lien-là, même si tu es ultra sincère avec ça, etc., c'est un bon, c'est un bon pont, en fait. Tu vois. Je suis d'accord, je l'ai vu et je le vois encore aujourd'hui. Hein. Mais voilà, j'aime bien la mode, mais par exemple, pour m'habiller, je vais pas regarder des trends ou regarder des gens qui s'habillent sur TikTok, parce qu'il y en a plein des contenus, et c'est super en vrai. Des Wisdom et compagnie, il y en a plein, et c'est trop bien en vrai. Mais non, moi, en vrai, je vous dis la vérité, ce qui m'inspire pour les habits, c'est les animés un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, genre, mes pantalons là, c'est Jujutsu Kaisen. Hein. Je te jure, je me suis dit, waouh, c'est trop frais en fait. Ouais, et je regarde les persos et je me dis, ils sont stylés. Mais les persos les plus stylés de tous les animés all-time, c'est ceux de Jojo. Ah ouais, okay. C'est trop grave. Et c'est pour ça que Araki, l'auteur de Jojo, il a énormément de contacts avec la mode. Par exemple, il a fait des collabs Jojo Gucci, Jojo, peu importe. Et je te jure que, même le nom des personnages, c'est des noms de marque en général. Ouais. Je regardais. Et c'est vraiment incroyable. Donc ouais, moi, mon rapport avec la mode, il s'axe beaucoup autour des animés. Et en vrai, je pense pas que ce soit dénué de sens. De fou. Tu sais, moi, à l'époque, je m'inspirais des dramas, mais de l'époque qui date. Tu vois, Anayori Dongo, je sais pas si tu connais des bails comme ça, tu vois. Ah, si. Tu vois, tu vois, ces dramas à l'eau de rose, je récupérais des vibes de là-bas. Colvé, tout ça, Menton Bombardier et tout. Ils avaient des skins en fait. Tout ça. Hein, comment? Skinny, tout ça. Toi, tu mettais des skinny, toi? Bien sûr, je mettais. Mais tu sais que là, Bélec, je reviens avec du skinny, là. Hein. Parce que là, je prépare un bail dessus, là. Sur un teasing, là. Skinny versus baggy. Il y a un truc qui arrive, là. Bientôt. T'as raison. En vrai, l'important, c'est d'aimer... de s'aimer soi-même, mais d'aimer se comporter, puis c'est tout. Skinny régular, régular. Ça revient fort, là. Hein. Ah ouais. Mais gros, les gens underground et tout ça, ils sont en skinny régular, là. C'est ça qui est en train de se passer, là. C'est un cycle. Hein. C'était sûr que ça allait revenir un jour. Mais frérot. Bientôt, on va revoir des mecs avec des crêtes. Gros, grave. Ouais, c'est sûr. Quelques questions, parce que là, on a débordé. C'est déjà fini. Je te jure, frérot, il est 22h30, ma gueule. Déjà, première question, quelle est ta plateforme la plus rentable et est-ce que ça a toujours été dans cet ordre-là ou est-ce que tu as vu un shift à un moment donné? Non, la plus rentable aujourd'hui, ça se joue entre Insta et Twitch. J'ai eu du mal à rendre mon Twitch, mon Instagram bankable entre guillemets, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il fallait que je poste ma tête sur Insta. Et à partir du moment où j'ai posté des photos de moi, c'est venu. Voilà.
J'essaye de répondre rapidement comme ça. Non, mais c'est clean, là. J'aime beaucoup. Hein. Pour en revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas un peu contradictoire de se remettre en question sur son contenu et en même temps de vouloir rester fidèle à ses idées? Par exemple, des mecs comme Lucas TV qui depuis 10 ans font le même contenu, sont toujours aussi heureux de le faire, mais ils ont pas autant pété que toi, tu vois. Ça dépend de toi, hein, en vrai. Moi, je pense que c'est possible de rester fidèle à soi-même et de se remettre en question. En fait, y a pas de... ça va pas forcément en contradiction pour moi. Je me suis déjà remis en question plein de fois. Tout le temps, je me remets en question en vrai sur mon contenu. Mais ça m'empêche pas de rester moi-même. Ouais, mais quand tu disais justement ce contenu-là marche moins qu'un autre, c'est peut-être plus... En fait, imagine juste qu'à l'intérieur de moi, il y a plusieurs cordes. Mais je les aime toutes, ces cordes. C'est juste que j'essaye de voir quelle corde va le plus fonctionner ou va le plus plaire aux gens. Et ensuite, cette corde-là, je m'y accroche. C'est toujours très important d'avoir une ligne directrice, quelle qu'elle soit. Donc, faut juste trouver la bonne et qu'elle reste en... faut que ça reste cohérent avec toi, tes valeurs, tes principes et tes goûts. J'ai une petite question. En gros, maintenant que tu es créateur de contenu et que tu as une communauté, notamment jeune, au niveau des prises de parole, que ce soit politique ou autre, comment ça se passe? Est-ce que quand il y a un sujet qui te dérange vraiment, tu vas parler? Ou t'estimes être quand même redevable de cette prise de parole? Je sais pas si tu m'as capté. Moi, j'ai un avis qui fera sans doute froncer les sourcils. Mais j'oublie pas que je reste juste un créateur de contenu. C'est-à-dire que même si j'adore les gens qui me suivent et je veux leur bien, etc., je vais pas me sentir tout le temps légitime de dicter leurs choix, en fait. Par exemple, tu parlais de politique, je vais être clair. Moi, quand il y a des élections, etc., je vais pas dire aux gens quoi voter. Pourquoi? Pas forcément la politique, mais je vais... Par exemple, les émeutes, tu vois. Ah, les émeutes? Moi, je sais pas d'où tu viens, par exemple, mais j'imagine que tu te sens quand même un peu touché par ces sujets-là. Et comment, toi, tu réagis face à ça? Ah, quand il y a des sujets importants, par contre, ce que je fais, c'est que je partage l'info. Ouais, mais c'est rare que je prenne la parole, en fait. Parce que... comment expliquer? C'est pas forcément le plus smart à faire. Tu peux transférer, donner l'information et obtenir le même résultat sans les inconvénients. Parce que, par exemple, quand il y a des gros conflits dans le monde, etc., bon, tout le monde sait ce que je pense. Mais si j'ouvre ma bouche, ça peut me retomber dessus. Et ma mère, même, est la première à me dire, Pape, parfois, il y a des terrains sur lesquels tu devrais pas t'aventurer parce que c'est pas bénéfique. Juste partage les informations, sois subtil. Voilà, c'est ce que je fais, moi. Quand il y a des événements ou des choses graves qui se passent dans le monde. Par exemple, là, récemment, il y avait la commémoration du massacre de Tiaroy, début décembre. Donc, ce que je fais, c'est au lieu de faire une vidéo où j'explique ce que c'est, je vais partager, tu vois. Mais sans rien dire, juste je partage mon story et à bon entendeur. C'est plutôt ma façon de faire les choses. J'aime pas trop le côté parfois inquisiteur que peuvent avoir des créateurs de contenu parce que j'estime pas forcément qu'on soit légitime parfois. Moi, je pense surtout aux élections, tu vois. Aux élections, moi, je préfère ne pas trop donner mon avis là-dessus. Parce que moi-même, en vrai, je suis pas très... Enfin, j'habite même pas ici, en fait. Donc, je me sens pas légitime de dire à des gens qui vivent ici, qui ont un autre train de vie que le mien, de dire allez voter ça. Alors qu'en fait, c'est dans mon intérêt à moi, tu vois. Donc, je trouve pas ça très juste. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas comment dire. Position. Voilà, exact, merci. Bonsoir les gars. Moi je voulais juste revenir sur un thème que vous aviez abordé au début, vis-à-vis du changement de méta des créateurs de contenu qui sont passés dans le délire super production, qui se rapprochaient de la télé. Moi je voulais vous demander si vous n'avez pas l'impression que genre c'est un complexe qui s'est créé chez eux vis-à-vis de la télé, parce qu'on sait qu'ils ont souvent été négligés par la télévision, genre notamment le petit truc qu'il y avait eu Squeezie, Ardisson, tout ça. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup entre la télé et les créateurs de contenu. Et moi, j'ai juste l'impression qu'il y a un complexe en fait, qui s'est créé. C'était pour leur prouver, genre, nous aussi, on peut faire ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, quand ils disaient la télé, c'est nul, c'est pas vrai. Ils adoraient la télé, en vrai. Bah ouais, c'est juste qu'ils étaient pas reconnus, en fait.
Et je dis ils parce que j'estime ne faire pas partie de ce groupe-là où j'étais là à cracher sur la télé. J'ai jamais fait ça. Il y a des trucs bien sur la télé aussi. En fait, la vie, elle est pas noire ou blanche. Enfin, il y a des trucs bien à la télé, il y a des trucs bien sur Internet, mais il y a du mauvais aussi partout. Il y a rien qui est foncièrement mauvais ou foncièrement bon. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur Internet, oui, entre guillemets, c'est pour prouver. Et il y a un très bon exemple. Tu vois la dernière pub de Squeezie pour son club e-sport, là. On a vu le présentateur télé. Bah, c'est la preuve, en fait. Pourquoi avoir fait ça? Si ce n'est l'envie de montrer que, vous voyez, aujourd'hui... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain, peut-être, complexe par rapport à la télé que tu as très bien souligné ici. Et du coup, ça sort pas du truc de... ils ont fait du contenu à la base pour dire, vous voulez pas de nous, on fait notre truc. Et au final, c'est juste un chemin c'est juste un chemin détourné pour arriver au même endroit qu'ils voulaient pas de... Non, moi je pense que c'est inconscient. Je pense pas qu'ils se disaient ça. Je pense que c'est inconscient. C'est juste qu'en France, aujourd'hui, la réussite, c'est quoi? Ça passe encore par la télé, jusqu'à aujourd'hui. Quand tu dis à tes parents, je vais passer à la télé, ou même moi, si on m'invite à la télé, quand je t'invite à la télé, waouh, c'est dingue. Ça a encore beaucoup d'aura, la télé. Mais tu vois, aux États-Unis, c'est pas pareil. Genre les Speed, les Kai, leur contenu, c'est pas des concepts sur des plateaux. Ils sont dans leur chambre, ils invitent des stars. Speed, il va je sais pas où, il marche dans la rue. Tu vois, c'est la culture, en fait, qui impacte vraiment le contenu. Quoi qu'on en dise, on n'est pas réellement libre à ce niveau-là, je pense. Moi, j'ai un regard un peu différent là-dessus. Je pense que c'est... En gros, ces créateurs-là, l'ère Squeezie, la genèse Squeezie, on va dire, c'est des gens qui ont grandi avec la télé. Du coup, c'est leur référence. Ça veut dire que même s'ils sont construits contre, à la fin de la journée, tu reconstruis ce sur quoi tu as grandi. C'est-à-dire, si tu as grandi avec le Club Dorothée, quand tu vas grandir, ce sera ça tes rêves, ce sera ça qui va ressortir dans ton travail, tu vois. Ouais. Et c'est la même chose pour eux, en fait. Ils ont grandi, ils ont vu, je sais pas, Amine a vu la Ligue des Champions, il a vu je sais pas quoi, il va ressortir ça. Ou voilà, même je suis d'accord. Clint, il a vu, quand il a grandi, il a vu la pub basketball de Nike, il l'a refait aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là que ça se construit. Et la preuve, c'est que, justement, aux États-Unis, maintenant, les nouveaux créateurs de contenu qui vont avoir, je sais pas moi, 13-14 ans, eux, ils seront sur une autre dimension. C'est-à-dire qu'eux, ils vont s'en foutre de la télé, genre, ils sont même pas dans leur rêve, tu vois. Eux, ils vont être en mode, nous, on est inspiré par Casey Neistat, tu vois ce que je veux dire. On est inspiré par Adin Ross. On n'est pas inspiré par Thierry Ardisson ou je sais pas quoi, on va pas faire des plateaux. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment ça, tu vois. C'est que tu reproduis ce que tu as vécu dans l'adolescence, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que je parlais d'inconscience. On se rend pas forcément compte, je pense. Merci les gars. Merci à toi. Bon, je vais pas laisser une dernière question parce que là, une petite dernière. Ah, attends, tu kiffes, hein? Ouais, j'aime bien. Je suis content là. Non, mais c'est intéressant, franchement. Qui a une dernière question? Je réponds déjà vite. Posé, frérot. Je vais poser la question rapidement. Merci déjà pour vos interventions, c'était hyper intéressant. Moi, j'avais plus une question de comment est-ce que tu as développé ton goût créativement. Moi, je me rappelle de ton premier merch, c'est plus sûr, avec une pastèque, et ça passe de Synasty avec des photos chapeau de cow-boy, hyper tendance, tout ça. Et même de ton goût pour la photo qui a évolué à travers le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un switch d'un moment où tu es passé de ce gars qui fait des designs un peu plus simples, des photos plus simples, à des trucs un peu plus poussés, avec plus de refs. Est-ce que c'est tes voyages qui t'ont apporté ça, tout ça? Alors, par rapport à la marque, c'est tout simplement parce que je suis accompagné de quelqu'un qui a une supervision. C'est pour ça. Moi, je suis incapable de créer des designs, par exemple. C'est un truc, je sais pas, mon cerveau, il n'y arrive pas. Donc, je me suis accompagné de la meilleure personne qui était dans mon entourage pour le faire. Donc, c'est elle qui m'aide énormément. Après, par rapport aux photos, c'est le temps. C'est le temps, les goûts qui évoluent, l'expérience. Et aussi, ma sensibilité change beaucoup. En ce moment, par exemple, au niveau de la photo, ce que j'aime le plus faire, c'est prendre des vieux en photo, des personnes âgées. Alors qu'au tout début, j'avais peur, tu vois. Et là, aujourd'hui, je prends que des vieux. Parce que je sais pas, j'aime bien. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Bon. La famille. Merci, Babsan. Merci à toi. Ton temps. Ta générosité.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'être là, d'avoir écouté, d'avoir posé des questions. C'était vraiment une de mes expériences préférées depuis que j'ai commencé Internet. Oh. Ouais, vraiment. Je te jure, c'est vrai. Voilà, je te jure, c'est vrai, je te jure. T'es bon. Je suis content d'entendre ça. Écoute, je fais ça pour ça au final, hein, tu vois, je le fais pour moi, évidemment. On veut graille, on veut manger aussi, on veut l'argent. On veut des OP. On veut des OP, on veut l'argent de Twitch. On va pas se mentir. Bon, ensuite, après ça, je fais ça pour vous aussi, tu vois, parce que ça donne de l'information, ça donne des références, ça donne des détails, genre combien tu peux ramasser, ça donne plein d'éléments pour que vous, derrière, vous puissiez faire des choses et que vous ne soyez pas, comme disait Pape, juste spectateur, mais que derrière, vous pouvez faire des vraies choses. Et c'est pour ça aussi que c'est en mode encore niche, parce que moi, j'aime bien ce truc-là d'avoir les gens qui viennent, ils sont concernés. C'est pas tu viens, tu passes la porte, il y a Papsan qui vient, j'arrive. Non, frérot. Tu viens parce que tu as envie et que tu es déterminé, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important. Et franchement, tu as grave délivré, tu as une vision, tu es chaud. Moi, j'espère que ça va le faire pour la photographie dans 10 ans et que tu vas prendre l'argent de la mode aussi, hein, j'aimerais bien. Et voilà, c'était T'as de la culture. Gamberge, merci à tous. Merci beaucoup.